Je vous propose qu'on commence. Je voudrais d'abord excuser Philippe Audic, là, qui est absent de Nantes cette semaine, donc qui peut pas être là ce soir, mais qui avait déjà reçu les responsables de l'association à la Nantaise. Alors, on est dans une séance un peu particulière ce soir, parce que c'est aussi une des missions du Conseil de développement de donner la parole à des groupes de citoyens, à des initiatives, à des associations qui sont porteuses d'un certain nombre de projets sur le territoire. Donc, on est dans cette configuration un peu d'écoute, puisque ça vient aussi enrichir les réflexions et les travaux du Conseil sur un certain nombre de points, et notamment sur la question du projet de territoire, puisqu'on est saisi sur le projet de territoire à l'horizon 2030. Donc tout ce qu'il y a comme initiative qui naissent un peu dans le territoire, il est intéressant de les repérer, et les projets associatifs en font partie. Alors l'association La Nantaise, elle est déjà un peu connue. Enfin, j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous en avez un peu entendu parler dans la presse. Elle fait une partie de l'actualité, en tout cas depuis quelque temps. Ils vont expliquer ça mieux que moi. C'est à partir d'une idée simple, celle du Football Club de Nantes, qui, vu du point de vue d'une partie de l'identité du patrimoine un peu territorial, et à partir, je pense que c'est pas seulement des supporters, c'est aussi des personnalités locales, c'est aussi des universitaires, c'est aussi un certain nombre de gens qui sont intéressés au sujet. Donc ça va au-delà du club de supporters, parce que je sais que c'est une expression que vous n'aimez pas beaucoup, mais en tout cas qui se sont réunis pour dire mais il y a quelque chose à faire autour de l'avenir de ce club, à la fois en tant que partie de l'image du territoire, et puis de ce que ça peut un peu générer comme valeur entre guillemets, même si c'est un mot qui reste à définir. Alors vous êtes porteur d'un projet particulier qui est celui de l'actionnariat populaire. Enfin, c'est un peu ce qui avait retenu notre attention, donc vous allez en parler sans doute plus en détail. Ça se pratique dans les grands clubs espagnols, ça se pratique dans un certain nombre d'endroits. Donc je ne sais pas si la recette est transposable à Nantes, mais en tout cas vous nous le direz. Et la question qui nous intéresse nous en tant que conseil de développement, c'est pas forcément la question du football, mais c'est la question du rapport avec le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'image? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'attractivité? Est-ce que le foot c'est simplement une affaire privée, ou est-ce qu'il y a une intervention publique possible là-dessus? Alors vous allez sans doute pouvoir nous expliquer tout ça. Je pense qu'il y aura des questions à la fois sur la nature du foot aujourd'hui, sur ses rapports avec l'argent, mais le but de la conversation de ce soir, c'est pas on refait le match, c'est pas ou en tout cas de commenter les résultats du FC Nantes, parce que ce serait une tâche sans doute un peu compliquée et sans doute un peu ingrate, mais à la fois de comprendre pourquoi des citoyens se sont lancés un peu dans cette initiative en prenant le football professionnel comme appui pour monter un projet à caractère un peu territorial. Donc voilà, donc je vous propose de vous laisser la parole, un peu le temps que vous voudrez pour présenter un peu votre initiative, ce que vous en attendez, et puis comment vous comptez la développer, et puis on fera le jeu du question débat, question-réponse pendant tout le temps qu'on voudra après. Voilà. Oui, bonsoir. Effectivement, suite à nos contacts avec monsieur Gabriel Vitré ou avec monsieur Philippe Audic ou Pierre Montel, on remercie le Conseil de développement de Nantes Métropole pour son invitation, afin de nous permettre de présenter un petit peu notre projet ainsi que ses perspectives de développement. Au moment où s'engage la réflexion sur le nouveau projet de territoire à l'horizon 2030, comme a pu l'écrire monsieur Philippe Audic, cette rencontre ce soir, c'est une opportunité de débat et d'échanges sur les nouveaux projets associatifs qui contribuent à l'animation et la valorisation de notre espace de vie. Donc c'est important pour nous de présenter nos démarches aux acteurs de la vie locale, aux différents relais d'opinion de Nantes et aux acteurs de la société civile nantaise. Donc on est heureux, Mathieu Duchesne et Lucas Rondel et moi-même du conseil d'administration de l'association, de pouvoir vous présenter notre projet. À la Nantaise, qu'est-ce que c'est? D'abord, on insiste sur le fait qu'il s'agit de bénévoles. On n'est pas des professionnels de la communication, on n'est pas forcément habituel à la rencontre des journalistes, des élus, des chefs d'entreprise, etc. Mais on le fait quand même parce que ça nous tient à cœur d'agir en faveur du club qui est dans une situation délicate, et on souhaite ne pas rester les bras ballants devant cette situation-là. On s'inspire beaucoup d'une formule de Jean-Claude Ciodo qui avait déclaré que les supporters, on renie pas ce terme-là, nous on est des supporters, mais les supporters devraient se battre pour la sauvegarde de leur patrimoine. Voilà, Jean-Claude Ciodo avait déclaré ça. Cette idée de patrimoine, elle nous tient à cœur. On la met souvent en exergue. Effectivement, on estime que le FC Nantes,
Bon, c'est notre patrimoine, ça peut pas être simplement considéré comme le jouet d'un investisseur. C'est un bien collectif qui est constitutif de notre imaginaire, et on souhaite essayer de réfléchir, essayer d'agir pour essayer de définir un mode de gouvernance un peu plus démocratique, un peu plus novateur et un peu plus respectueux des valeurs qui ont fait la notoriété et l'identité du Football Club de Nantes. Voilà, avant le lancement public d'Ala Nantaise, certains parmi les fondateurs de l'association s'étaient déjà efforcés d'agir en faveur de la promotion des valeurs du club, des actions de manière informelle, notamment pour protester contre les menaces d'éviction des éducateurs en place, Laurent Guyot, Stéphane Moreau, etc. Une mobilisation par le biais de déploiement de banderoles, par exemple, dans le stade, en dehors du stade, des actions qui ont provoqué une certaine forme de crispation avec le président propriétaire actuel du club, des actions toujours de manière pacifique, simplement pour manifester le fait qu'on est attaché à des valeurs et qu'on souhaitait ne pas les voir disparaître. Malgré tout, on s'est aperçu que les éducateurs qu'on s'était forcé de défendre ont malgré tout été évincés, donc on s'est dit qu'il fallait essayer de réfléchir à une mobilisation différente, à des formes d'action différentes, non plus informelles, mais de manière plus structurée. Donc de là est venue cette idée de création d'une association. Agir non plus de manière protestataire, mais essayer d'agir de manière plus constructive, plus positive et plus fédératrice. Donc on a eu cette idée de créer cette association et notamment de produire un document qui s'appelle le Pacte Arribas, qui met en exergue les valeurs auxquelles on est attaché, les grands principes qui ont fait la notoriété du club, des principes qu'on estime être non pas appartenant au passé, mais qu'on estime être intemporels et même tournés vers l'avenir, des valeurs de progrès. Bon, notamment priorité à la formation afin d'intégrer les jeunes du club dans l'équipe première. Respect de l'indépendance de la cellule sportive, recherche permanente du plaisir de jouer ensemble, construction d'un collectif magnifié par les individualités, assurance de la pérennité du club par une gestion saine, transmission de références communes partagées par l'ensemble des joueurs du centre de formation à l'équipe première, affirmation d'une éthique de club reconnue par les joueurs, les dirigeants et les supporters, promotion du caractère atypique, ouvert et familial du FC Nantes. Un document qu'on s'est efforcé de constituer avec des échanges avant le lancement public de l'association, bien avant, parce qu'il y a un long travail en amont, un long travail de l'ombre. Donc on a échangé avec ceux qui ont fait le FC Nantes, ceux qui ont vécu le FC Nantes et qui ont pu nous permettre de produire ce document. On a rencontré également avant le lancement public, un moment important, c'était novembre 2009 au stade Marcel Sopin, lors de l'inauguration officielle du nouveau stade. Une rencontre avec Jean-René Toumelin, ancien président du club, actuel président de l'association des ex-Canaries. On lui a fait part de notre tristesse devant la situation actuelle du club, notre incompréhension aussi dans le fait qu'il n'y avait pas davantage de mobilisation de la part de ceux qui ont vécu le FC Nantes. Donc il nous a proposé une rencontre, et puis les premiers échanges qu'on a pu entendre de la part de Jean-René Toumelin, c'est écoutez, nous on est avec vous, on va vous aider, on va y aller ensemble. Bon, ils nous ont dit aussi, nous, on va pas pouvoir y aller tout seul, puisque nous, notre volonté, c'était pas forcément nous afficher. Nous, on voulait, que les anciens, ceux qui ont davantage de légitimité que nous, s'impliquent. Mais ils nous ont dit, mais oui, mais nous, on est un petit peu, écoutez, vous êtes jeunes, donc allez-y, on vous soutiendra, mais vous, affichez-vous, structurez-vous. Nous, au début, on savait pas exactement comment agir. Est-ce qu'on trouve une forme juridique ou non? Est-ce qu'on y va avec le pacte Arribas, et puis on demande aux personnalités de s'impliquer davantage? Ou est-ce qu'on crée une association? Est-ce qu'on trouve une forme juridique? Bon, les anciens du club nous ont incité à créer une association et on a donc suite à ça rencontré avant le lancement public toujours des chefs d'entreprise, des journalistes, des artistes, des universitaires, des élus. Voilà, des gens de tous horizons attachés au club et à son identité. Bon, pour nous, le pacte Arribas, c'est une marque d'investissement
qui nous permet de fédérer le plus possible et de rassembler les gens autour de valeurs. Nous, on insiste sur le fait que quand on adhère à la Nantaise, on va pas bénéficier d'avantages quelconques. On va simplement manifester son attachement à des valeurs éthiques qu'on a perdues et qu'on voudrait retrouver. Donc le lancement officiel de l'association, c'était en mai 2010 au sein de l'Institut d'études avancées, là où se trouvait autrefois la tribune sud du stade Marcel Sopin. Voilà, un lieu qui nous tient à cœur. On continue de faire nos conférences de presse dans ce lieu, puisqu'il est à la fois chargé d'histoire et à la fois tourné vers l'avenir. On avait donc organisé cette conférence de presse pour annoncer notamment la structure de l'association avec un organigramme bien particulier. C'est Guy Scherrer qui nous avait incité à nous structurer de cette manière-là. Guy Scherrer qui a un point de vue toujours un petit peu déroutant, mais toujours assez constructif et originaux. Donc voilà, c'est un peu de cette manière-là qu'on se structure. Il y a des membres d'honneur, notamment, ce sont les anciens du club, des anciens dirigeants comme Jean-René Toumelin qu'on a pu évoquer, comme Alain Flores, des anciens éducateurs également, comme Gelzo Zaeta par exemple, des gens pas forcément connus, mais qui pourtant ont porté les valeurs du club pendant plusieurs décennies. Et puis des joueurs de générations différentes, ça va de Jean-Paul Bertrand de Man à Olivier Quin, en passant par Patrice Loco, par Christian Carambeu, Jafet Endoram, des joueurs de générations différentes. On a une trentaine maintenant qui sont adhérents de l'association. Des membres d'honneur, des membres. On est un peu plus de 1700 maintenant. Il y a eu un gros boom au début suite au lancement lancement officiel de l'association. On a franchi, je crois, au bout d'un mois le cap des 1000 adhésions. Et puis maintenant on continue toujours de grossir petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de l'association. On est 1700 aujourd'hui et voilà, notre but ça va être de grossir à nouveau. Donc on a voulu créer aussi deux structures, un conseil d'orientation sportive, donc là qui n'est pas encore constitué, mais son rôle ce sera d'essayer de définir les meilleures modalités pour qu'on puisse retrouver notre savoir-faire et la philosophie de jeu et de formation qu'on a pu connaître autrefois, et un conseil stratégique de développement. Là encore, c'est Guy Scherrer qui a insisté sur la nécessité d'une telle entité composée d'acteurs économiques d'abord, mais également de juristes, de gens de créatifs, de gens qui pourraient essayer de définir les meilleures modalités pour la reconstruction économique du club, des gens qui pourraient trouver des idées pour le développement stratégique de l'association, pour essayer de voir comment on pourrait faire pour peser le plus efficacement possible sur l'avenir du club, puisque c'est ça l'enjeu pour nous. Donc le conseil stratégique de développement est constitué d'anciens dirigeants, Jean-René Toumelin, Alain Flores, ancien directeur général du club, des juristes comme Afif M. Changama qui est avocat en droit du sport, comme Jérôme Kerviche qui est avocat en droit des sociétés, des universitaires comme Jean-Pierre Clavier qui enseigne le droit des sociétés à la fac de Nantes, la fac de droit de Nantes. Également des acteurs économiques qui pour des raisons qu'on peut comprendre souhaitent que leur implication au sein de cette entité demeure confidentielle. Donc ils ont eu on organise fréquemment des réunions avec ces personnalités-là pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir de l'association. On avait également un moment fort pour nous dans l'histoire de notre jeune association, c'était l'assemblée générale de l'association, la première AG, c'était le 18 septembre dernier au sein de la salle Bretagne à Nantes. C'était pour nous l'occasion de renouveler le conseil d'administration de l'association. Certains des membres fondateurs de l'association ont donné leur démission pour laisser la place à de nouvelles personnalités, des anciennes figures du club comme Jean-René Toumelin ou comme Jafet Endoram qui sont devenus administrateurs, des représentants des groupes de supporters. Il y a deux groupes de supporters essentiellement à Nantes qui sont très différents, c'est ça qui nous intéresse un petit peu. C'est Allez Nantes Canaries qui est l'ancien groupe qu'on qualifie souvent de groupe officiel du club. Donc il y a l'ancien président
d'Allez Nantes Canaries qui fait partie de notre conseil d'administration dorénavant, Patrick Pilet. Et puis également l'autre groupe de supporters, c'est la Brigade Loire, donc un groupe plus jeune, enfin qui a 10 ans, un peu plus de 10 ans d'existence, un groupe ultra, voilà, donc qui essaie d'animer les tribunes du stade, organiser des spectacles, organiser des déplacements. Donc là pour en ce qui concerne la Brigade Loire, c'est une décision votée par le groupe, la Brigade Loire, d'avoir un représentant de groupe au sein de notre conseil d'administration. On leur a fait la demande et ils ont accepté. Donc c'est Sébastien Morio qui est éducateur, qui fait partie de notre conseil d'administration dorénavant. C'est quelqu'un qu'on connaissait, avec qui on avait déjà des échanges, puisqu'on s'efforce d'avoir des contacts avec le groupe de supporters. Dans notre conseil d'administration également, Yannick Guin, voilà, on a vu le plaisir de recevoir son bulletin d'adhésion. On l'avait rencontré suite à ça. On avait fait le constat que c'était une démarche tout à fait spontanée, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. Donc on l'avait rencontré au sein de la ville. Bon, au sein de la mairie, pardon. On précise quand même que il s'agit d'une initiative personnelle. Hein. Il s'agit pas de quelque chose concerté avec les élus en place, etc. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir des personnalités de ce type au sein de notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration, c'est également Michel Taupier, ancien bâtonnier du barreau de Nantes, ancien avocat en droit du sport, qui nous apporte également ses compétences. On a également dans notre conseil d'administration Luc Arondel, économiste, statisticien, directeur de recherche au CNRS. Philippe Nicolo, qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Voilà, je crois que je fais le tour des nouveaux élus du CA. Donc cet événement, c'était important pour nous de rassembler du monde. C'était 250 participants pour une première AG, on était assez contents. Voilà, des différentes personnalités avaient pu s'exprimer également lors de ce moment, comme Patrice Rio notamment, qui était venu aussi. C'était une bonne surprise pour nous, qui avait accepté de dire un petit mot. Ou José Arribas fils également, le fils du créateur du jeu à la Nantaise, qui avait pu dire un petit mot, ainsi que son fils qui avait dévoilé le contenu du pacte Arribas. Voilà. Alors les adhérents de la Nantaise, on peut présenter ça. Il y a des cartes qui ont été réalisées par des géographes de l'association, alors qui sont pas tout à fait à jour. Là, on vous présente la carte de Nantes Métropole. Ça a été réalisé à partir des 1200 premiers adhérents. Donc bon, maintenant on est à 1700, donc ça a évolué, mais ça donne un ordre d'idée. Les adhérents de la Nantaise, la particularité, ça nous a un peu surpris au début, mais sur les 1700 adhérents, un adhérent sur deux est hors Loire-Atlantique. On a des adhérents dans toutes les régions de France, quasiment même dans tous les départements. On a une vingtaine d'adhérents dans les DOM-TOM, une vingtaine d'adhérents à l'étranger, souvent des Nantais expatriés, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui se sont mis un jour à adorer le Football Club de Nantes parce que c'est un club qui avait une identité particulière. Donc c'est à peu près 900 adhérents en Loire-Atlantique et c'est environ 500 adhérents sur l'agglomération nantaise. Voilà, un chiffre qui est pour nous assez satisfaisant. Je pense qu'on fait partie des grosses associations nantaises, peut-être même la plus grosse, on ne sait pas exactement, mais bon, ça nous laisse penser aussi qu'il y a encore un potentiel de développement pour nous et on va continuer à travailler. Voilà, une des premières initiatives du Conseil stratégique de développement de l'association à la Nantaise, c'était la grande enquête Quel FC Nantes pour demain, qu'on a pu réaliser, qu'on a pu adresser aux adhérents de l'association. Voilà, on avait lancé ce projet par le biais d'une conférence de presse, toujours à l'Institut d'études avancées à Sopin. Donc c'est un document qu'on a adressé aux adhérents de l'association afin de mieux les connaître déjà et puis de mieux pouvoir définir l'avenir de l'association. Donc un document qu'on avait organisé en 3 parties. Premièrement, on a un projet de fresque murale qu'on pourra évoquer tout à l'heure, un projet de fresque murale. On avait également une partie concernant qui était plutôt à usage interne pour essayer de voir si les adhérents étaient potentiellement susceptibles de s'investir davantage au sein de l'association. Et puis une 3e partie que Luc Arondel pourra vous présenter, qui concernait davantage des grandes thématiques propres à l'avenir du FC Nantes, notamment l'actionnariat populaire. Voilà, donc un document, on a eu 1044 participations à ce questionnaire, donc c'était intéressant pour nous.
Alors, on peut vous présenter déjà les résultats concernant la fresque. Donc, ce projet de fresque murale, c'est un des projets importants pour nous, qu'on a pu évoquer auprès de Jean-Marc Ayrault lors de notre rencontre le 28 octobre dernier. Bon, on lui a fait savoir que nous, on ne demandera pas à la ville de Nantes de subvention pour nos frais de fonctionnement, puisqu'on souhaite rester indépendant et préserver notre liberté de ton. En revanche, on demandera une aide financière à la ville de Nantes, notamment pour financer la rémunération des artistes. Les artistes sur ce projet qui sont donc des artistes de générations différentes. Ça nous plaît bien de travailler de cette manière-là, avec notamment Jean-Yves Dousseau, qui était artiste peintre, muraliste, qui avait produit les fresques dans le couloir du stade de la Beaujoire, des fresques qui ont malheureusement été effacées récemment par la direction actuelle. Donc on a la volonté de produire quelque chose de plus grand cette fois, puisque là, la fresque qu'on envisage devrait s'étendre sur 300 mètres carrés. Donc pour nous, il s'agit d'un projet d'envergure inédit en France, puisque ça n'a jamais été réalisé un tel projet, qui nous permettrait de manifester notre attachement à un héritage, et notamment notre volonté, c'est de rendre hommage à ceux qui ont fait le club, notamment aux éducateurs. On a posé la question aux adhérents qui sont pour vous les éducateurs qui ont marqué le plus l'histoire du club. Bon, là, sans surprise, il s'agit d'éducateurs José Arribas, le fondateur de Joanne Nantaise, et puis ses successeurs Jean-Claude Ciodo et Reynaldo Noex. Donc le but sur cette fresque, c'est de produire leur buste de manière magistrale pour leur rendre hommage. On a également posé la question aux adhérents qui sont les joueurs que vous aimeriez voir représentés sur cette fresque. Donc les joueurs, vous avez pu les voir défiler là, de mémoire. En gardien, c'était Michael Landreau. Ensuite, les défenseurs Robert Budzinski, Marcel Desailly, Nestor Fabry. Le quatrième, Maxime Bossis, qui a été le joueur même le plus plébiscité. En milieu de terrain, Frédéric Darocha, Jafet Endoram, Henri Michel. Et en attaquant, Nicolas Wedek, Philippe Gondet et Ali Lodzik. On a également posé la question aux adhérents, quels sont les symboles de la ville de Nantes que vous aimeriez voir représentés. Nous, on souhaite faire apparaître sur cette offre des valeurs, des valeurs qu'on estime être universelles, des valeurs éthiques, des valeurs collectives. Jean Blaise qui a pu s'exprimer récemment ici, lors de notre rencontre, nous avait expliqué que c'est important de se détacher du territoire pour mieux y revenir. Donc on souhaite également représenter sur cette fresque des symboles de la ville. Et les symboles qui ont été choisis par les adhérents, c'est le château des Ducs de Bretagne, le blason de la ville aussi. Ça nous a un peu surpris, mais ça a été vraiment il y a beaucoup de votes en faveur de ce symbole. Et puis la place Royale. Voilà, il y avait une quinzaine de symboles de Nantes. Une quinzaine de symboles de Nantes que pouvaient choisir les adhérents. On peut les citer. C'était le Château des Ducs, la Tour Lu, le Petit Lu, la Grue Jaune, le Passage Pommeraye, le Pont Transborder, l'éléphant, les quais de Loire, la devise de la ville, Fauet Neptunus Eunti, le carnaval, la Tour Bretagne, le blason de la ville, la place Royale, la butte Sainte-Anne, la cathédrale, le tramway, le BLM, où on laissait l'opportunité aux adhérents de choisir autre chose. Il y avait une colonne autre. Et donc, plébiscite pour le Château des Ducs et pour le blason de la ville. Ensuite, c'était un petit peu serré entre la place Royale et la Tour Lu. Voilà, donc des symboles de Nantes qu'on voudra représenter sur cette fresque, un des projets importants de l'association. Le 24 février dernier, au sein de la faculté de droit de Nantes, nous avons pu donner les résultats de ces 8 thématiques qui nous intéressent. Luc Arondel va pouvoir vous présenter le profil des participants à l'enquête et puis les résultats de ces 8 thématiques, qui ont été dévoilés à la fac de droit le 24 février dernier par une série d'anciennes personnalités du club et par des universitaires de Nantes et d'ailleurs, de disciplines diverses et variées. Voilà, ça nous intéressait de organiser une conférence. On essaie toujours de sortir des sentiers battus. Une faculté sur un club, une conférence à propos d'un club, un petit peu en souffrance, animé par des universitaires. Ça nous semblait intéressant et on a rassemblé 250 personnes à la fac de droit
pour présenter ce projet. Voilà, donc je laisse la parole à Lucas Randel qui peut un petit peu vous présenter les résultats. Bonjour. Alors, effectivement, à l'initiative du Conseil stratégique de développement, donc on a, comme le disait Florian, on a pris la décision de lancer une enquête. Donc, on a travaillé un petit peu sur le questionnaire. Et au final, donc on a retenu trois rubriques principales. Je répète un petit peu ce qui était dit, mais enfin, je vais refaire un résumé. La première, c'était donc effectivement de voir un petit peu quel était l'équipe idéale des adhérents. La deuxième partie, ça concernait un petit peu savoir connaître un petit peu mieux les adhérents d'À la Nantaise. Et puis la troisième partie, ça concernait justement l'objet de la conférence. Donc qui a eu lieu à la fac de droit et qui interrogeait un petit peu les adhérents sur leurs valeurs et sur ce fameux projet d'actionnariat populaire. Donc l'enquête a été lancée le 12 janvier, on l'a clos le 18 février. Le retour a été très très satisfaisant puisque environ plus de 1000 réponses sur les 1700 adhérents, plus de 1000 adhérents sur 1700 ont répondu à cette enquête. Donc d'un point de vue statistique, je reprends ma casquette de statisticien, c'est tout à fait acceptable. Enfin acceptable, c'est même très 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 satisfaisant. Puisque ça fait qu'effectivement 2/3 des adhérents ont répondu à cette enquête, ce qui révèle un petit peu un grand intérêt pour cette association. Alors les enseignements de cette enquête donc ne concernent évidemment que la population des adhérents. On ne peut pas en tirer des conclusions sur le reste de la population. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'association À la Nantaise était comme on l'a lu dans la presse, un ramassis de gens qui ne représentaient rien. Non, pas du tout, puisque ce qu'on peut dire, c'est que socialement, c'est assez représentatif. C'est assez représentatif du tissu économique local, puisque on y côtoie des chefs d'entreprise, des professions libérales, il y a des ouvriers, des employés qui sont dans des proportions tout à fait significatives et représentatives du tissu économique local. Donc l'autre question auquel on a pu répondre, c'est est-ce que c'est... Alors on nous a fait aussi on a souvent lu que À la Nantaise serait un rassemblement de vieux nostalgiques. Enfin bon, mes voisins sont beaucoup plus jeunes que moi. Eh bien, si on regarde donc les chiffres, eh bien pas du tout, puisque ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes, c'est-à-dire les moins de 40 ans, ils sont surreprésentés par rapport à la population nationale, et les plus de 60 ans, donc les seniors comme on dit maintenant, beaucoup moins. Donc ce qui fait que ce qu'on peut dire, c'est que les adhérents traversent les générations, ils traversent d'une certaine manière les titres de champion de France du FCN, je ne sais pas si on verra de sitôt, mais enfin bon, il y en a un tiers qui sont des supporters des années 90, avec les titres de 95-2001, un quart des années 80, un quart des adhérents sont des supporters des années 80, un quart des années 70, et puis le reste c'est plutôt les années 60. Donc vous voyez que effectivement c'est loin d'être un rassemblement de vieux supporters Kagoshim. Alors, la variété des profils, évidemment, la première surprise, ça s'est traduit par les joueurs qui ont été choisis, puisque à la fois donc les deux gardiens de but qui ont été retenus, il y avait Landreau et Bertrand Demann. On l'a dit tout à l'heure, mais il y avait Fabry et Budzinski, Darocha, Henri Michel, Philippe Gondet, Nicolas Wedek. Donc on voit bien qu'effectivement ça traverse les générations. Alors ensuite, on avait posé des questions sur effectivement le soutien des adhérents au FC Nantes actuel. Alors effectivement, là, ce qu'on peut dire, c'est que À la Nantaise rassemble plutôt des supporters qui sont dépités. Ça, c'est pas une grosse surprise, mais enfin bon, on a pu le vérifier, puisque 50% des adhérents sont des anciens abonnés qui ne le sont plus. Donc il y a seuls 15% le sont encore. Donc vous voyez, effectivement, c'est une population d'anciens, plutôt en majorité d'anciens supporters. Alors les critiques, alors on leur a demandé aussi pourquoi n'allez-vous plus à la Beaujoire. Donc quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'allez plus à la Beaujoire. Alors il y en a la moitié de ceux qui n'y vont plus, des anciens abonnés, qui disent effectivement il y a une absence de jeu. Il y en a 6 sur 10 qui disent le jeu à la Nantaise a quitté la Beaujoire, donc l'attachement un petit peu à ce jeu à la Nantaise. Et il y en a un peu plus d'un sur 2 qui dit qu'il n'a pas confiance dans la direction actuelle. Alors,
c'est une population de gens dépités, mais qui sont prêts à revenir. Hein. C'est un public potentiellement prêt à revenir. Puisque 90%, 9 sur 10, 90% des adhérents, bon, plutôt locaux, parce que effectivement il y a des gens qui disent de toute façon je reviendrai pas parce que j'habite trop loin. Hein, il y a des gens qui sont en Écosse, qui sont aux États-Unis, enfin pas tant que ça, mais bon, il y en a quelques-uns quand même. Et il y a quand même un petit peu de Parisiens. Donc parmi ceux qui peuvent effectivement, qui ont les moyens, donc qui sont géographiquement capables de venir à la Beaujoire. Donc il y en a 9 sur 10 qui sont prêts à venir davantage au stade. Effectivement, si le Football Club de Nantes se reconstruisait à partir de ses valeurs historiques, hein, qui ont été décrites dans le pacte Arribas. Alors ça concernait donc effectivement, bon, savoir un petit peu un questionnaire qui cherchait à mieux connaître les adhérents. Alors la troisième partie, hein, bon, puisque Florian a décrit donc la première partie qui concernait donc le 11 idéal, la troisième partie ça concernait donc un petit peu les valeurs qui étaient un peu auxquelles étaient attachés les adhérents. Hein, donc effectivement. Puisque bon, c'est vrai que j'avais dit au moment du conseil d'administration, donc j'avais dit effectivement que le Football Club de Nantes c'était à la fois une histoire à travers son patrimoine. Bon, c'est plutôt maintenant un chef-d'œuvre en péril. C'est une philosophie de jeu, le fameux jeu à la nantaise, et puis c'est aussi une filiation, hein, d'une certaine manière, puisque on a beaucoup parlé de la maison jaune. Hein. Bon, il y en a qui disent aujourd'hui que c'est plutôt une tente de camping, mais enfin bon. Et c'est aussi alors une filiation à travers quoi? À travers la succession des générations, hein, des générations d'entraîneurs, des générations de joueurs, et surtout avec une succession des générations, avec une transmission des valeurs, hein, donc autour du fameux jeu à la nantaise. Tout ça, c'est quelque chose qui a disparu et qui ressort justement des résultats de cette enquête. Bon, je vais pas enfin si on a un petit peu le temps. Donc voilà les questions qu'on posait. Estimez-vous que le Football Club de Nantes fait partie de votre patrimoine, hein? Donc effectivement il y en a 80% qui répondaient par l'affirmative. Est-ce que vous estimez que le FC Nantes compte pour le rayonnement de l'image de la ville? Donc ça peut vous intéresser. Donc il y en a 8 sur 10 qui disaient complètement. Hein. Bon, les réponses ça allait de pas du tout à complètement. Hein. Donc c'est des choses qui sont habituelles dans les sondages. Troisième question, pour se reconstruire, pensez-vous que le Football Club de Nantes doit s'appuyer davantage sur son environnement régional? Là encore, hein, il y a à peu près 90% des réponses, même plus que ça, 98% des réponses qui répondaient en partie ou complètement. Alors sur l'espoir de retrouver le fameux jeu à la nantaise, là il y avait pas non plus photo, puisque il y en avait donc les trois quarts qui souhaitaient vraiment retrouver le jeu à la nantaise, et puis si on fait l'addition de ceux qui répondent complètement ou en partie, on arrive là aussi à plus de 90%. Une question aussi sur la confiance vis-à-vis de l'équipe dirigeante actuelle, hein, donc faites-vous confiance à l'équipe dirigeante actuelle pour permettre au FC Nantes de se reconstruire durablement à partir de ses valeurs? Là, c'est de manière un petit peu, enfin, on aurait pu penser que le rejet serait beaucoup plus fort, puisque pas du tout, c'est pas des gens qui rejettent systématiquement la direction actuelle, puisque il y en a donc un tiers qui répondent pas du tout, hein. Il y en a 40% qui répondent pas vraiment, donc c'est quand même un rejet relatif, mais il y en a comme un quart qui font en partie confiance à l'équipe dirigeante actuelle. Donc la question suivante, c'est espérez-vous que de nouveaux investisseurs arrivent pour reconstruire le club à partir des valeurs énumérées dans le pacte Arribas, hein, qui est un des fondements de l'association? Alors là, effectivement, il y a donc plus de 70% des gens qui répondent complètement, et toujours pareil, quand on fait l'addition des gens qui répondent complètement ou en partie, on arrive à plus de 90%. Donc vous voyez, effectivement, il y a toujours, là, en conclusion, on peut dire effectivement que les adhérents sont attachés justement à cette histoire, cette philosophie, à cette filiation. Notamment quand on leur demande de citer le nom d'un technicien dans l'esprit du jeu à la nantaise que vous voudriez voir revenir au club pour le reconstruire. Là, donc, c'est pareil, il n'y a pas photo, hein, il y a vraiment un appel pour que Reynald Nouex revienne, puisque donc les 2/3 des adhérents souhaitent que ce soit Reynald Nouex. Bon, il y a quelques réponses, 10% pour Jean-Claude Swaudeau et 10% pour Christian Gourcuff, qui fait pas partie de la maison, mais qui correspond bien effectivement à l'image
quelqu'un qui pourrait faire revenir un petit peu le jeu à la nantaise. Alors, ensuite, il y avait donc la question qui sans doute intéressait le plus les adhérents, mais qu'on n'a pas eu le temps de développer à la conférence suffisamment. Je pense que là, il faudrait qu'on revienne un petit peu là-dessus. C'est la fameuse question sur l'actionnariat populaire. Alors effectivement, par rapport à l'enquête, je veux dire, c'est-à-dire que le fait que le fait qu'il y ait eu un bon taux de retour, puisque je vous dis les 2/3 des adhérents ont répondu à l'enquête. Donc tous les chiffres que j'ai annoncés, et notamment ceux qui concernent l'actionnariat populaire, peuvent être considérés comme représentatifs de l'ensemble des adhérents de l'association. Donc c'est pas effectivement, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, mais il y a des chiffres qui ont été annoncés dans la presse. C'était complètement abracadabrantesque, comme on dirait aujourd'hui. Donc voilà, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors la question sur la contribution éventuelle des adhérents de la Nantaise pour construire un projet de participation financière destiné à défendre les valeurs historiques du FC Nantes. Donc ça constituait effectivement un des points d'orgue de l'enquête lancée fin janvier. Alors la question était la suivante, c'est pour l'avenir du FC Nantes, seriez-vous prêt à contribuer à un projet de participation populaire? Donc la forme juridique est encore en suspens, donc elle est en discussion à l'intérieur de l'association, avec des juristes. Au nom des valeurs énumérées dans le pacte Arribas, et puis alors est-ce que vous seriez prêt à contribuer? Et puis plus loin, si oui, quel montant maximal pourriez-vous verser? Alors comme je disais tout à l'heure, les chiffres qui ont été tirés de cette enquête sont représentatifs, donc sont tout à fait fiables d'un point de vue statistique. Alors, à la question sur la participation financière éventuelle, des adhérents, les 2/3 des personnes interrogées répondaient par l'affirmative. C'est-à-dire que les 2/3 des adhérents seraient prêts à contribuer financièrement au projet de participation populaire. Donc ce qui est quand même beaucoup. Alors le tiers restant est constitué non pas de gens qui refusent d'adhérer à ce projet, mais plutôt d'indécis. Il y en a 27% qui sont indécis. Je suppose que ça dépend un petit peu de la forme que pourrait prendre ce projet. Donc au final, parmi les membres de l'association, parmi les adhérents, il y en a que 6% qui refusent d'entrer catégoriquement dans ce projet. Donc il y a quand même une adhésion assez forte à ce projet de socios ou d'actionnariat populaire. Là, on pourra peut-être en discuter dans la deuxième partie de l'intervention. Alors, la deuxième partie de la question, ça consistait à demander à ceux qui étaient prêts à contribuer, le montant de leur éco sur 10 ans. Donc, on avait choisi 5 € par mois, 10 € par... C'est là que certains ont des difficultés à faire des calculs, à faire des multiplications. 5 € par mois, par mois sur 10 ans, 10 € par mois, 50 € par mois, 100 € par mois, ou même 200 € par mois. Alors la distribution des contributions potentielles, bien sûr, c'est entre guillemets, c'est comme le Téléthon. Là, c'est plutôt un quittaton. La distribution des contributions potentielles obtenues est alors la suivante. Donc, un tiers pour l'instant, ne verse rien. Un quart, sont prêts à verser 5 € par mois. 29%, 10 €. 7%, 50 €. 2%, 100 €. Enfin, 3%, 200 €. Donc, le calcul est facile. Il suffit de multiplier le pourcentage qui est représentatif de la population, de l'ensemble de la population des adhérents. Donc on multiplie le pourcentage par le nombre d'adhérents. Donc là, à ce jour, c'est 1700, et par le montant qu'ils sont prêts à donner. Donc ça nous permet de calculer la somme totale dont pourrait disposer le projet d'un soutien au pacte Arribas. Donc en s'appuyant, si on s'appuie sur ces résultats, une population, les pourcentages que je viens d'annoncer, la population de 1700 adhérents, et bien à ce moment-là, on arrive à un chiffre qui est de 300 000 € par an. Donc ça fait effectivement sur 10 ans, ça ferait un capital de 3 millions d'euros. Sachant que si on l'espère, le nombre d'adhérents double, et bien effectivement ce capital doublera également. D'accord, puisque effectivement on applique les pourcentages obtenus par les répondants sur l'ensemble des adhérents. Alors, je me suis pas amusé, mais j'ai quand même vérifié que les chiffres annoncés n'étaient pas trop biaisés.
Eh bien, pas du tout, puisque bon, si vous croisez par exemple le montant avec la catégorie sociale, hein, c'est une variable de tri qui nous permet comme de vérifier que les montants sont pas aberrants, eh bien, on s'aperçoit que plus les catégories sociales sont élevées, entre guillemets, plus la contribution serait importante. Hein. Donc, ce qui nous permet quand même de vérifier la robustesse, hein, comme on dit en statistique, des chiffres déclarés. Alors bon, vous pourrez nous dire, effectivement, 300 000 euros par an, 3 millions d'euros sur 10 ans, ça peut paraître faible, mais bon, relativement à la population donc des adhérents, c'est quand même pas négligeable. Hein. Bon, bien sûr, ça représente 300 000 euros annuels, c'est un salaire mensuel pour certains footballeurs, mais bon, c'est l'actualité du football. Donc, mais enfin 300 000 euros, hein, puisqu'on est nantais, hein, c'est un appartement quand même de 100 mètres carrés dans le centre de Nantes, donc c'est pas non plus négligeable. C'est aussi le budget alloué par certains sponsors du FC Nantes. Hein. Je crois que la mairie, c'est ce qu'elle donne par an. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, cette somme, elle pourrait grossir avec le nombre d'adhérents. Donc, on espère effectivement que le nombre d'adhérents, donc les 1700 volontaires actuels, ça pourrait devenir une armée plus grande. Voilà, donc moi je terminerai là-dessus, hein, si vous avez des questions. Oui, 300 000 euros, c'est annuel, donc ça fait sur 10 ans, c'est 3 millions d'euros, et je répète, hein, c'est le chiffre qui correspond à un effectif de 1700 adhérents. Hein, donc effectivement, on espère. Et alors, bon, la question qu'on peut se poser, est-ce que effectivement, ce projet pourrait concerner donc une population au-delà de l'association même. Est-ce qu'effectivement on pourrait rassembler aussi d'autres gens qui seraient prêts à adhérer à ce projet de socios, notamment, bon, je sais pas, je regarde souvent le site Facebook de l'association, on est à 5000 amis, hein, comme on dit maintenant, 5500 amis. Voilà. Bon, je crois que je terminerai là-dessus. Donc en fait, cette somme de 300 000 euros par an, enfin, on est arrivé à ce calcul aussi suite à un échange avec Guy Scherer, qui nous avait conseillé aussi de nous inscrire dans la durée, puisque ça fait partie aussi des valeurs qu'on veut essayer de promouvoir, la reconstruction du club, s'inscrire dans le temps, et ça va nécessiter de la patience. Donc on a posé la question aux adhérents, combien d'argent pourriez-vous donner par mois pendant 10 ans. Donc on arrive par an à 300 000 euros, mais les adhérents sont prononcés sur une durée qui s'inscrit sur 10 ans. Donc nous, 300 000 euros x 10, donc nous on estime qu'on peut éventuellement peser 3 millions d'euros pour contribuer à la reconstruction du FC Nantes. C'est ce qu'on a pu annoncer le 24 février dernier à la fac de droit. Voilà, on s'est efforcé de clarifier, d'annoncer nos démarches pour l'avenir. Notre but, c'est on peut avancer la somme de 3 millions d'euros sur 10 ans, mais c'est sur la base de 1700 adhérents. Donc nous, l'enjeu pour nous, ça va être de continuer à recruter des membres pour pouvoir peser encore plus lourd d'un point de vue financier, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à peser efficacement et concrètement sur l'avenir du club. Donc pour nous, l'enjeu, c'est se développer. Bon, déjà, on a posé la question aux adhérents, aux actuels adhérents, serez-vous prêts à adhérer l'année prochaine? Donc je crois que c'est plus de 95% des adhérents qui disent oui, 97%. Donc déjà, on estime qu'on peut repartir pour un tour déjà avec ces bataillons-là. Mais le but pour nous, c'est continuer à grossir. On a posé la question aux adhérents, est-ce que vous serez prêts à parrainer quelqu'un? Donc on a 68% des participants au questionnaire qui sont prêts à se lancer dans un projet de parrainage. 181 adhérents se sont déclarés prêts à participer à des commissions pour du tractage ou de l'affichage. Donc nous, on va s'efforcer de structurer l'association pour mettre en place ce type de commission. On travaille avec des graphistes adhérents de l'association sur des projets d'affiches avec des graphistes. Donc on va s'efforcer de lancer ce type de commission, de lancer des commissions de tractage, effectivement. Donc voilà, vous ne soyez pas étonnés si dans les prochaines semaines, vous recevez de la documentation. 79 adhérents sont prêts à participer à des tenues de stand. Donc là encore, on va s'efforcer de travailler sur ce type de projet. 129 adhérents sont prêts à participer à des travaux de mise sous pli. 75 adhérents sont prêts à produire des pages internet. Voilà, par ailleurs, les prochaines démarches, on a demandé des rendez-vous
aux responsables de Ouest France et de Presse Océan, puisque bon, comme l'a pu l'évoquer Luc tout à l'heure, on n'a pas toujours été très satisfait par le traitement local de notre actualité. Voilà, le traitement des chiffres notamment, qui n'a pas été toujours très rigoureux. Ça a pu ça a fait un petit peu rigoler les journalistes sportifs locaux quand on a pu annoncer qu'on organisait des conférences avec des universitaires et qu'on prenait pas bien l'enjeu. Ils s'attendent à ce qu'on sorte 30 millions d'un coup. Bon, on explique que nous c'est pas possible, on vient de se créer. Ça va être un travail de longue haleine, ce travail d'actionnariat populaire. Donc voilà, nous pour l'instant on a besoin on construit la matière, donc on a besoin de ces échanges avec des intellectuels, avec des acteurs de la société civile nantaise pour réfléchir avant de lancer plus concrètement ce projet. Un traitement local de notre actualité pas toujours très positif, mais pourtant maintenant ça y est, les médias nationaux commencent à retranscrire notre actualité. Cette semaine, il y a par exemple eu des articles sur les sites des revues de la revue SoFoot et sur le site de l'équipe.fr. Donc ça nous a valu, ça y est, des nouveaux booms en termes d'adhésion. Il y a aussi un article récemment dans La Croix. Bon, il y a d'autres journaux qui commencent à s'intéresser à nous et ça va nous permettre de nous inscrire sur une échelle plus efficace. Par ailleurs, on continue donc les réunions avec des juristes. Nous, là encore, on a pu entendre certains journalistes locaux dire, mais de toute façon, ce projet d'actionnariat populaire, c'est pas possible d'un point de vue juridique. Bon, nous, il s'avère qu'on travaille avec des spécialistes de la question, des avocats en droit, des gens qui connaissent la musique et qui nous disent, il y a absolument aucun obstacle juridique pour mettre en place ce type de projet. Voilà, on explique aussi, encore une fois, il s'agit d'un terrain vierge, donc ça va nécessiter du temps. Il faut pas s'attendre à ce qu'on puisse annoncer 10 millions du jour au lendemain. Seulement, nous, on a la détermination pour avancer. On va par ailleurs, l'association va déposer un dossier à la préfecture c'est ce qu'on a pu annoncer le 24 février dernier, afin de faire reconnaître l'association à la Nantaise d'intérêt général. Ce type de reconnaissance permettrait aux membres adhérents pour tout ou partie de leurs apports de bénéficier d'avantages fiscaux. Donc pour nous c'est une piste. On a pu expliquer également le 24 février dernier dans un document sur lequel je m'appuie qui a été rédigé par le bureau de l'association et qui a été adressé aux médias locaux et nationaux pour clarifier nos démarches. 72%, comme a pu l'évoquer Luc, 72% des amoureux du FC Nantes consultés disent ne pas faire confiance à l'équipe dirigeante actuelle pour permettre au FC Nantes de se reconstruire à partir de ses valeurs. Donc pour nous, il est évident que notre projet d'actionnariat populaire ne pourra se faire aux côtés du propriétaire actuel, qui, par ailleurs, a toujours refusé de rencontrer les responsables de l'association. Donc nous, le 24 février dernier, on a pu expliquer qu'à la Nantaise, c'est l'après-Kita. Et on espère également que l'après-Kita, c'est à la Nantaise. Par ailleurs, c'est Philippe Nicolo, expert comptable, commissaire aux comptes et administrateur de l'association qui travaille sur cet aspect-là, sur les documents, sur les comptes du club, les comptes du FC Nantes. Donc, on a pu signaler que les comptes annuels de la SASP FC Nantes arrêtés au 30 juin 2010 ont bien été déposés au greffe du tribunal de commerce dans les délais légaux. Ces comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sont donc à la disposition des tiers et à la Nantaise s'est procuré ces documents. Une première analyse a été entreprise par Philippe Nicolo, qui n'a pas pu être présent, mais qui nous a les conclusions qui en ressortent, c'est une très très forte fragilité financière. Et le constat qu'un dépôt de bilan du FC Nantes reste tout à fait possible à tout moment. Et voilà, il s'agit d'un risque majeur. Donc nous, on a toujours on a toujours conscience de cet aspect-là qui est déterminant. Par ailleurs, on va entreprendre des démarches pour obtenir les comptes de la régie publicitaire FC Nantes Plus, ainsi que ceux de la holding Flava Group, qui est basée dans la banlieue de Bruxelles et qui détient le FC Nantes. De plus, les statuts de l'association FC Nantes, au sein du FC Nantes, il y a une SASP, il y a une association FC Nantes qui gère la section amateur. On va analyser un petit peu tous ces documents. Pour nous, l'enjeu, c'est d'établir un état des lieux le plus précis possible du club pour mieux préparer la suite.
voilà, on s'est efforcé également le 24 février de clarifier nos démarches en expliquant que 92% des amoureux du club consultés espèrent que de nouveaux investisseurs arrivent pour reconstruire le club à partir des valeurs qu'on a pu énumérer dans le pacte Arribas. Nous attendons donc des financeurs susceptibles de reconnaître et de promouvoir ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire la spécificité nantaise. L'objectif pour nous, pour l'association, c'est d'épauler un investisseur de taille qui serait susceptible de reconstruire le FC Nantes en s'appuyant sur la culture historique et identitaire du Football Club de Nantes. Voilà, notamment celle qu'on a pu connaître, celle du jeu et celle de la formation. Voilà, on explique bien aussi qu'il ne s'agit pas du tout pour nous de prétendre qu'on va détenir seul le FC Nantes de demain. Hein, ça c'est pas envisageable. Ce qu'on propose simplement, c'est d'être un complément dans le cadre d'un actionnariat clair et de définir, si possible, un mode de gouvernance, voilà, comme on a pu le dire tout à l'heure, plus novateur, plus démocratique, respectueux du fait que le FC Nantes, c'est aussi notre patrimoine, c'est un bien collectif. Les prochaines étapes pour nous, on va bientôt convier les élus du conseil municipal de Nantes et du conseil général de Loire-Atlantique à une table ronde pour échanger, pour présenter notre association, mais également pour présenter les résultats de l'enquête, pour présenter notre projet d'actionnariat populaire. Et puis pourquoi pas aussi pour les alerter sur la situation financière du club, puisque Philippe Nicolas aura davantage d'informations à ce niveau-là. Donc on va organiser une table ronde. On va également organiser, donc on précise, il y a plusieurs élus du conseil municipal de Nantes qui seront présents puisqu'ils sont eux-mêmes adhérents de l'association. On a pu évoquer, il y a des gens de la majorité comme Yannick Guin ou Ronan Dantec, et aussi des gens de l'opposition comme Benoît Blino, Isabelle Loira. Donc on va, voilà, les gens cherchent toujours à savoir est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est de droite. Nous on essaie toujours voilà, c'est pareil. Le 24 février dernier, on s'est efforcé d'avoir des universitaires plutôt marqués à gauche, plutôt marqués à droite. Pour bien préciser là-dessus, c'est pas la peine de chercher si on est de gauche ou de droite. Nous, on est le plus apolitique possible. On va également organiser une rencontre prochainement. Prochainement, on va prendre le temps de le faire avec des chefs d'entreprise. Là, on s'efforce d'enrichir un petit peu nos réseaux sur le terrain économique, puisqu'il va falloir s'insérer sur ce terrain-là. On va chercher des partenariats pour ce type de projet d'actionnariat populaire. On va donc convier les chefs d'entreprise pour présenter notre projet. Les différents juristes et avocats de l'association pourront être présents pour présenter pour présenter notre projet, pour présenter le projet d'actionnariat populaire. Donc en conclusion, nous on insiste sur le fait que notre but c'est en quelque sorte c'est s'introduire dans la propriété, puisque il s'avère que le FC Nantes c'est notre propriété, avec toujours en tête l'idée que l'enjeu essentiel pour nous c'est la formation. Donc on insiste sur le fait que ce projet d'actionnariat populaire il est pas du tout figé, hein. Nous on essaie de travailler la matière, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail de longue haleine. On s'efforce de le faire avec le plus d'humilité possible, puisqu'encore une fois nous ne sommes que des bénévoles, et quand on travaille c'est après notre journée de travail, c'est en fonction des impératifs familiaux, etc. Donc ça se fait toujours avec comme là, avec certaines parts d'improvisation. Ça se fait toujours un petit peu dans l'urgence, dans l'impro, mais en même temps on le fait avec humilité, mais on le fait aussi avec de l'ambition, puisqu'on considère on constate suite aux résultats de l'enquête qu'il y a un potentiel pour ce type de projet. Il y a une attente, et on sait que on parlait du rayonnement du territoire, nous on est des amoureux du FC Nantes, mais on est aussi des amoureux de la ville de Nantes, et on sait que ce type de projet d'actionnariat populaire, ça aura un retentissement considérable, parce qu'il y a une attente chez les gens qui s'intéressent de près ou de loin au football, pour prendre un petit peu ses distances par rapport à un football qu'on connaît actuellement, dominé par une certaine part de suffisance, de cynisme. Nous, ce qu'on essaie, c'est de promouvoir, essayer en tout cas de promouvoir un football qui serait davantage dominé par des valeurs. José Arribas, il est arrivé à Nantes il y a 50 ans, c'est pour ça qu'on a lancé aussi ce document, le pacte Arribas. C'est quelqu'un qui a révolutionné le football, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de complètement nouveau, qui s'est appelé par la suite le jeu à la nantaise, quelque chose d'atypique. Nous, on essaie de réfléchir à quelque chose à nouveau, d'atypique. Le FC Nantes le football même en général a besoin d'être à nouveau révolutionné.
bon, on essaie d'agir et de fédérer pour que cette révolution, si possible, elle parte de Nantes. Nous, on peut citer une formule de Yannick Guin qui disait que pour nous l'enjeu ça va être lancer un grand appel aux Nantais mais également à tous les autres pour devenir copropriétaire d'un club fonctionnant de manière différente. Voilà, ça va être ça l'enjeu pour nous puisqu'on constate que l'avenir sourit à ceux qui ne renoncent pas et le renoncement, selon nous, ça figure pas parmi les traditions locales. Voilà, on vous remercie pour votre attention, puis on vous invite, si vous le souhaitez, à nous poser quelques questions. Bien, merci pour cette présentation. En tout cas, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je voudrais au moins vous rassurer sur le reproche de nostalgie, parce que celui qui est venu parler au président du conseil de développement de l'association à Nantais, je crois qu'il est quelque part au fond de la salle, c'est un des plus jeunes du conseil, c'est Pierre Montel. Donc je pense pas que lui soit particulièrement nostalgique. Je suis pas sûr qu'il ait connu José Arribas et ni Philippe Grondet, mais en tout cas, c'est lui qui est venu dire au président du conseil, il se passe un certain nombre de choses avec cette association, donc il faut les entendre. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Puis je vous rassure, pour les caméras, c'est pas Canal+, c'est simplement des étudiants de Sciences Com. C'est plus modeste. Écoutez, maintenant on va profiter de la présence des responsables de l'association nantaise. Allez-y, posez toutes les questions que vous avez envie de poser, c'est le moment ou jamais. Il faut bien que quelqu'un se lance. Je m'appelle Bruno Dehaye. Alors moi je suis pas du tout amateur de foot, mais enfin bon, on sait que je suis venu à Nantes il y a une trentaine d'années et on connaissait Nantes et je sais que Nantes a quand même été en tête du championnat. Moi je vous félicite d'abord pour votre engagement. Par contre, dans un monde dominé vraiment par l'argent, par le cynisme, vous l'avez dit, des clubs de foot européens ou au-delà. Je me demande comment est-ce que c'est pas un petit côté de rêve et de faire quelque chose qui est à Nantes très spécial. Parce que moi, la conclusion que je m'étais faite, mais je me trompe peut-être, parce que je suis pas un spécialiste du tout, j'ai toujours pensé que la municipalité de Nantes n'était pas passionnée par le foot. Bon, je dis ça. Yannick Guin, par exemple, très attaché. Non, mais en général, je cite personne, en fait. Et puis, Nantes était une bonne école de formation, la Jonelière, mais on a vu partir les joueurs assez rapidement, en fait. Alors, finalement, j'ai toujours l'impression que c'était le tonneau des Danaïdes qu'on remplissait, on prenait des nouveaux joueurs, on les formait, puis ils partaient. Alors, est-ce que c'est pas un peu du rêve ? Alors nous, ça fait partie des reproches qu'on peut nous faire. Déjà, vous êtes des nostalgiques, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On explique que non, pas du tout. Les valeurs qu'on essaie de promouvoir, ce sont des valeurs de progrès. On nous fait également le reproche, effectivement, vous êtes de doux rêveurs, vous êtes des utopistes. Nous, on explique aussi que on est peut-être des doux rêveurs, mais on est plus de 1700 à croire à ce projet. Et puis quelque part les utopies d'un jour ça devient rapidement, si on est 1700 à se rassembler aussi vite, ça devient rapidement les réalités de demain. Donc nous on estime que le FC Nantes, pour se reconstruire, il faut qu'il trouve à nouveau sa propre voie. Donc il y a une part de rêve là-dedans. Il y a François Bégodeau là récemment qui s'est exprimé à propos de l'association. On a pu entendre ce qu'il disait sur le site de Presse Océan. Il disait effectivement, il me disait, moi-même je suis sceptique, mais il me disait les représentants de l'association doivent l'être également, mais il disait après tout c'est pas grave puisque le progrès c'est comme ça que ça marche. Il faut placer la barre le plus haut possible et c'est comme ça que ça fonctionne le progrès. Effectivement c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Nous, on a des ambitions, on estime que on a quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose, parce que 1700 personnes qui adhèrent à une association après seulement 9 mois d'existence, tiens, il se passe peut-être quelque chose, et il y a une part de rêve, mais nous on est aussi déterminés, on commence à avoir des soutiens, des gens qui ont la tête sur les épaules quand même, des gens compétents. On va voir, effectivement, nous, il va falloir une étape importante, ça va être le rendez-vous avec les chefs d'entreprise, puisque ça va passer par là, mais nous on est attaché à des valeurs, on a envie de rien lâcher, et puis si on est des doux rêveurs, c'est pas très grave, quoi.
Oui, Jean-Claude Charrier. Une petite question d'abord. Quel est le montant de votre cotisation d'adhésion? Ouais. Alors nous, on était attachés à conserver un aspect le plus populaire possible à notre association. Donc il y a plusieurs. L'adhésion, elle est à 5 €. Si vous donnez 5 € à l'association, vous devenez adhérent. Nous, on explique sur l'adhésion, donc ça se passe très simplement si vous êtes intéressé en allant vraiment sur le site internet de l'association, où on a même des bulletins d'adhésion ici. On laisse la possibilité aux adhérents de donner, pour ceux qui souhaitent donner un coup de main supplémentaire, par exemple 12 €. Voilà, on peut cocher sur le bulletin d'adhésion 5 €, 12 €. Au début, on se disait, tout le monde va nous donner 5 €, et on s'est rendu compte que, il y a quasiment un adhérent sur 2 qui nous donne 12 €. Donc, ce qui fait que voilà, on a pu avoir quelques ressources financières qu'on s'efforce de garder précieusement de côté. On a une gestion de bon père de famille. On a également des adhérents qui nous donnent beaucoup plus, quoi. Il y a plusieurs adhérents qui nous ont donné 100 €. On a eu récemment, là, suite à l'article sur l'équipe.fr, et par exemple Fabrice Picot, ancien joueur du FC Nantes des années 80, qui nous a donné 50 €. Voilà, ça arrive comme ça. On 5 € à la base, mais il y a beaucoup d'adhérents qui nous donnent davantage. Enfin, moi je voulais dire que je trouve votre initiative extrêmement intéressante, une initiative qui naît de la société civile spontanément, et puis qui rejoint quand même une préoccupation qui s'exprime quand même très souvent dans cette enceinte, qui est celle de la notoriété de la ville. Et je pense que c'est indissociable les initiatives de cette nature. Il est évident aujourd'hui, on est dans un monde où tout ce qui peut être fait pour la notoriété d'une ville, pour la citation d'une ville, très souvent dans les enquêtes médiatiques pour situer des hiérarchies, soit de personnalités, soit de villes ou d'agglomérations, etc. On compte le nombre de citations. Et il est évident, on voit bien aujourd'hui, on parle de Marseille, on parle de Lille, on parle de Toulouse, Paris, Rennes, Lorient, etc. Donc effectivement aujourd'hui, moi je suis de ceux qui ressentent comme un manque de voir Nantes est reléguée à la fois évidemment sur le plan football, mais sur le plan médiatique aussi. Je veux dire, les citations de Nantes sont beaucoup moins importantes qu'elles l'étaient à cette époque, effectivement, où Nantes était installée en permanence dans le patrimoine footballistique français. Donc, je crois que c'est un élément qui est très, très important, et tout ce qui peut être pris comme initiative pour développer cette notoriété me paraît tout à fait positif. Donc voilà, moi je ne peux que, je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Voilà. On s'efforce effectivement, à mesure de nos possibilités, d'être un vecteur de l'image du Nantes qu'on aime, du Nantes ouvert, du Nantes créatif, du Nantes atypique. Donc effectivement, nous, encore une fois, on est des amoureux du FC Nantes, mais on est aussi des amoureux acharnés de Nantes, et on est content de voir que maintenant la presse nationale commence à s'intéresser à nous, et on va agir à notre manière aussi pour le rayonnement de l'image de la ville qu'on aime. Guylaine Zagatinet, avez-vous essayé de tisser des liens avec des gens qui partagent vos valeurs, notamment des gens comme Ziani ou Loïc Amis? Alors, on a Stéphane Ziani et Loïc Amis qui sont à présent salariés du FC Nantes, donc une position un petit peu délicate pour eux forcément, dans la mesure où nos rapports avec la direction actuelle du club ne sont pas toujours très positifs. Monsieur Kita a toujours refusé de nous rencontrer, donc ce sont des gens aussi... on les a croisés, notamment on a eu l'occasion à l'occasion de l'avant-dernier match de distribuer un tract à Stéphane Ziani sur lequel est inscrit un des slogans qu'on a pu utiliser, qui est Yes We Canary. On a vu que ça l'a fait sourire, donc on voit qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais on souhaite ne pas les mettre non plus dans une position délicate. Ils sont salariés de Monsieur Kita. Monsieur Kita ne nous apprécie pas particulièrement, donc on souhaite pas les mettre mal à l'aise. Oui, deux questions. La première, c'est quelle différence entre adhérents de votre association et les abonnés? Est-ce qu'il y a un rapport, les abonnés d'un club? Et puis deuxième question, ou deuxième interrogation. Je ne suis pas du tout un fanatique du football, ou du football, comme vous voulez.
je vais très rarement dans ces enceintes où il y a 35 000 places, il y en a beaucoup trop pour moi, enfin, bon. Mais c'est mon côté agoraphobe qui est sans intérêt. Existe-t-il ailleurs des systèmes un peu comparables? Je pense au Barça. J'ai eu l'occasion il y a bien longtemps de visiter le stade de Barcelone, le Barça, je sais pas comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Et donc il y a 100 000 places, je crois. Enfin, c'est énorme. Donc, mais je l'ai visité un jour, il n'y avait personne. La personne qui nous faisait visiter, on était avec un groupe de responsables d'entreprise, nous disait qu'à l'époque, le Barça, le club, avait 70 000 abonnés. Qui me paraît donc. Je trouve que c'est intéressant. Alors, existe-t-il en France ou en Europe d'autres clubs professionnels de football où il y a un niveau d'abonnés important, abonnés qui pourraient peut-être devenir des futurs actionnaires? J'en sais rien. Mais est-ce que Bordeaux ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre club, Marseille ou Paris ou Strasbourg, non pas Strasbourg, ils sont pas bons, ou Lyon, est-ce qu'ils ont des noyaux d'abonnés importants? Et est-ce que je sais qu'à Lyon, c'est un système capitalistique qui a été mis en place, puisque Lyon est coté en bourse, me semble-t-il. Est-ce qu'ils envisagent de développer un actionnariat comme un peu à l'image de ce que vous avez en tête derrière ça? Voilà. Merci. Alors, pour répondre à votre question sur est-ce qu'on a des liens avec les abonnés, donc nous on insiste sur le fait qu'on est totalement indépendant du club. Donc pour nous, il y a effectivement des adhérents qui sont abonnés, c'est mon cas par exemple. Luc, à ma connaissance, n'était pas abonné, Mathieu est abonné. Donc, alors justement, je demandais à Luc le résultat. Au FC Nantes, c'est 4000, alors 4000 abonnés. Nous, on a posé la question, êtes-vous ou étiez-vous abonné au FC Nantes? Donc oui, je suis abonné 12%, non, je ne l'ai jamais été 46%, non, mais je l'ai été et ne le suis plus 41%. Voilà. Donc voilà, il y a un peu de tout chez nous. Bon, forcément, il y a des gens qui n'ont jamais été abonnés parce qu'ils habitent très loin de Nantes, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses comparables? Vous évoquez par exemple Barcelone. La particularité de Barcelone, c'est que effectivement, il y a un système d'actionnariat populaire qui s'appelle les socios là-bas, qui est très fort, mais qui a une particularité forte. C'est l'histoire aussi, c'est que le club de Barcelone s'est créé autour de ce modèle. Voilà. Donc, le FC Nantes, c'était pas des abonnés, c'est plus complexe, c'est une autre catégorie effectivement, mais le club s'est créé autour de ce modèle-là. Donc le club est détenu par les socios. Ils sont ce sont des chiffres qui sont déments. Ils sont Luc me dit 150 000, quelque chose comme ça. Donc et ils versent 150 € par an. Des actionnaires, voilà. Bon, la particularité aussi, c'est que il y a un aspect très identitaire là-bas. C'est la Catalogne, c'est politique quelque part. Voilà, ça va au-delà du foot. D'ailleurs, c'est le slogan du club. C'est plus qu'un club. Donc nous, on pourra jamais copier ce modèle-là complètement, quoi, parce qu'on n'aura jamais 150 000 personnes qui vont vouloir sortir le chéquier pour contribuer. Vous posez la question, est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a des équivalents en France? Alors dans le football professionnel, absolument pas. Nous, vous parlez de Lyon, effectivement c'est coté en bourse, mais nous c'est pas du tout le modèle qu'on recherche. Il peut y avoir des clubs où c'est un petit peu ouvert, où on peut prendre des parts, mais là ce sont initialement des initiatives qui viennent des directions en place pour récupérer un petit peu d'argent. Nous c'est pas ça, nous on est la base populaire pour essayer de donner de l'argent, mais aussi prendre une part du pouvoir, avoir une manette, un levier à l'intérieur du club. Donc ça s'est jamais réalisé en France. Donc il y a eu des tentatives, mais c'est jamais allé au bout. Des tentatives aussi développées que la nôtre, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Pour être franc, on n'est pas hyper bien renseigné sur ce qui se passe ailleurs, et je me demande si on fait pas exprès, parce qu'on essaie aussi de trouver notre voie. Nous, on s'appelle à la Nantaise, on est assez content de notre nom. On n'a surtout pas envie de faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est bien aussi effectivement d'aller voir ailleurs, mais voilà, pour répondre à votre question, si ça se passe, si on parvient à le faire, on sera les premiers en France, historiquement.
Oui, bonjour. Vous nous... Pardon. Oui, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'on disait. Donc c'est que au FC Nantes, donc il y a un stade qui fait 34 000 places. Donc il y avait à une époque, en 2001, il y avait 20 000 abonnés. Donc il y a une base qui est quand même, semble-t-il, assez intéressante. Voilà. Donc, mais pour revenir à votre agoraphobie, vous pouvez venir actuellement au stade, vous craignez rien, il n'y a pas vraiment. Les gradins sont déserts. 20 000 adhérents, donc on a un potentiel de développement. C'est amusant parce parmi les reproches, il y a ça aussi. Vous êtes que 1700, mais il y avait 20 000 abonnés. Nous on explique, mais les 20 000 abonnés, c'était pas des gens qui ont sorti leur chéquier pour manifester leur attachement à des valeurs. Des gens qui ont dépensé de l'argent, mais pour avoir quelque chose en retour, des avantages, notamment pouvoir voir un match de foot. Donc bon, il y a un potentiel de 20 000 personnes, d'accord, mais des gens qui sont prêts à s'engager, bon, vous le savez peut-être aussi bien que moi, c'est pas toujours facile de faire bouger les gens. Donc voilà, on a un potentiel de développement, mais on a toujours cette contrainte-là, essayer de faire convaincre les gens d'adhérer à quelque chose juste pour promouvoir des valeurs, c'est pas toujours facile, donc voilà. Oui, bonjour, je recommence. Donc vous nous présentez un projet apparemment bien structuré, tant au plan de la notoriété des personnes que de l'organisation. Ce projet, semble-t-il, est à l'horizon 10 ans. Mais en même temps, vous nous dites que le FC Nantes est dans une situation tant financière que sportive très délicate et qu'il peut déposer le bilan à tout moment. Donc j'aimerais savoir comment vous pensez gérer la déconnexion entre un projet à 10 ans et une nécessité d'intervenir de manière immédiate ou dans les 2 ans qui viennent. Alors, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire on parlait de 10 ans. Mais nous, on sait que Valdemar Kita, il est arrivé en août 2007. Il avait déclaré, j'ai un projet qui s'inscrit sur 3 à 5 ans. Donc on s'attend tout à son départ, une revente du club, étant donné que la situation pour lui n'est plus tenable. Donc nous, on veut s'inscrire sur 10 ans, mais c'est dès qu'il part, nous, notre but, c'est d'être disponible dès que Valdemar Kita va vendre le club. Notre but, c'est rentrer dans le capital et être représenté au sein du conseil d'administration. Dès que Kita partira avec l'équipe les propriétaires qui vont succéder à Monsieur Kita. Ça va s'inscrire sur 10 ans, mais ça va être dès que Kita part, si possible. Nous, notre but, c'est d'être prêt tout de suite. Alors, nous, justement, là on a questionné nos adhérents, est-ce que vous êtes prêts à contribuer? Donc, si Monsieur Kita part et que nous, notre but, c'est de devenir incontournable, c'est essayer de rassembler le plus possible d'amoureux du club susceptibles de participer à ce projet d'actionnariat populaire. Donc ce sera avec ces moyens-là. Dès que c'est possible, on lance concrètement le projet. Bon, on a des personnes compétentes là-dedans, Philippe Nicolo qui est commissaire aux comptes, qui saura mettre la machine en route pour que l'argent, ça passe de promesse de don en quelque sorte à un engagement réel. Effectivement, on ne prétend pas que ce sera simple, Seulement là, pour l'instant, on a fait l'enquête, on sent qu'il y a une attente, on sent qu'il y a une certaine motivation. Donc nous, notre but, c'est essayer de continuer à se structurer pour pouvoir être prêt dès qu'il partira. Et c'est le but aussi du conseil stratégique de développement, des avocats de l'association qui essaient qui vont mettre en place ce système-là. Pour nous, il s'agit d'être prêt le plus rapidement possible et c'est pas un projet, on n'a pas l'intention d'attendre 10 ans, quoi. Oui, Jean-Jacques Moumi, je vais vous poser une question. D'abord, vous féliciter pour votre intervention quand même. Mais je ne voudrais pas engager un débat technique. Je ne suis pas non plus juriste de mon côté, bien que j'ai quelques petites notions quand même. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors vous avez essayé de me rassurer. Dans votre exposé, vous avez fait souvent état d'échiquier, de l'argent, du pouvoir par l'argent. Et j'ai cru comprendre, lorsque l'association a été créée, que c'est une association loi 1901. J'espère ne pas dire de bêtises. Autrement dit, sans but lucratif. Et quelque part, sous-jacent, c'est essayer de se substituer, l'exemple précédent est assez éloquent, à l'employeur, c'est-à-dire pour l'instant à ceux qui détiennent les rênes du FC Nantes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, d'un côté, les valeurs qui sont simples, qui sont effectivement l'histoire du club et principalement l'importance de la formation, j'adhère complètement sur ce point-là, mais
Par ailleurs, est-ce que c'est compatible de parler d'argent, de chéquier, de rattraper un état financier, était en capacité de pouvoir le faire d'ailleurs, quand on connaît un peu les sommes que ça peut engendrer. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et dans l'association, dans la composition de cette association-là, loi 1901, nous sommes bien dans un schéma but non lucratif. Et en vous écoutant, et c'est pas la première fois, je pense qu'il y a par ailleurs des axes avec but lucratif. Compatible, pas compatible, c'est mon interrogation d'aujourd'hui. Alors, effectivement, pour nous, les grandes questions, donc notamment qui ont été évoquées lors des réunions du Conseil stratégique de développement, c'est trouver la forme juridique la plus appropriée pour se lancer dans ce projet d'actionnariat populaire. Alors, pour rien vous cacher, il y a eu de longs débats que je serais incapable de reproduire ici parce que c'est pas mon job. Mais pour faire simple, la conclusion, c'est que finalement, cette forme juridique, c'est-à-dire l'association loi 1901, ce serait même très très probablement la forme juridique la plus appropriée, paradoxalement. Il y a eu d'autres choses qui ont été évoquées. On a évoqué des GIO, on a évoqué, beaucoup d'autres projets que les avocats connaissent mieux que moi. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas qui ont pu venir ici pour présenter le projet, mais finalement, la forme juridique la plus appropriée, selon ces avocats, ce serait demeurer une association, avec peut-être deux têtes dans l'association, pour faire simple. Une tête qui aurait vocation à, comme vous le soulignez, à promouvoir les valeurs, et une tête qui aurait davantage à une vocation capitalistique. Et finalement, la forme juridique associative est complètement appropriée à ce type de projet. Voilà. Bonsoir, donc Frédéric Lautret, fondateur de Dynamique Radio, donc je soutiens à la nantaise complètement. Moi je tenais à signaler tout simplement qu'il est sans doute nécessaire et qu'il faut qu'on prenne conscience de la nécessité d'intervenir vite, alors que ça soit l'association nantaise ou les pouvoirs publics, parce que Monsieur Kita est en train de faire de ce club un no man's land, c'est-à-dire que le club s'endette. Les comptes sociaux ont été déposés, le FC Nantes a 200 000 euros de dette. Alors bon, pour faire un retour en arrière en 92, Monsieur Cordier est là, donc il saura peut-être nous en dire plus. Max Bouillet a laissé un déficit de à peu près 60 millions de francs à l'époque, ce qui est l'équivalent de 9 millions d'euros. Donc le club a su passer par la suite la main à Guy Scherer, qui a fait de son mieux et qui a fait un super boulot. Par contre, le club avait toujours des dettes, les dettes engendrées par Monsieur Bouillet. C'est-à-dire que certains joueurs qui auraient pu rester 5-7 ans au FC Nantes ne sont restés que 2-3 ans. On pense notamment à Christian Karembeu qui au bout de 3 ans a dû partir parce que quelque part il y avait des dettes pas au niveau de la structure de la société mais au niveau de l'association et qu'il était nécessaire de gérer un passif. Alors, est-ce que, moi c'est une question que je vous pose, mais que je pose à l'Assemblée, il faut remettre en cause la gestion de Kita le plus rapidement possible, et que ça soit à la nantaise ou on peut penser à un partenariat public, ville, région, département, comme il y avait eu en 92, il faut penser à cette nécessité d'intégrer et de prendre en compte le fait qu'il va falloir que l'association à la nantaise rentre dans le capital directement, histoire déjà de limiter les pertes au maximum. Parce que si le FC Nantes a un déficit de 2 millions d'euros ou 10 millions d'euros, j'en sais rien, ça va encore être au pouvoir public de gérer le cas. Et ça, c'est malheureusement les pouvoirs publics, c'est un peu tout le monde aussi. Voilà. Donc nous, cette nécessité d'aller vite, effectivement, on en a complètement conscience. Et on l'a évoqué tout à l'heure. Le constat qu'on peut faire quand on analyse les documents financiers, alors c'est pas moi qui les analyse, je suis pas compétent pour ça, mais donc Philippe Nicolas qu'on a pu évoquer tout à l'heure, ou des avocats spécialisés sur la question font le constat d'une une fragilité financière très inquiétante et d'un dépôt de bilan donc qui reste complètement possible à tout moment. Donc nous effectivement on a toujours ça en tête. Les collectivités, on va les rencontrer. De toute façon on l'a évoqué, on va évoquer, ce sera mi-avril, avant les vacances d'avril, cette réunion avec les élus on n'a pas encore lancé les invitations, seuls les élus du conseil municipal qui sont également adhérents de l'association sont informés de ce projet, mais on va bientôt lancer l'invitation aux élus de la ville et du conseil général. Ce sera, on précise, ce sera réservé aux élus. Les médias ne seront pas conviés à cette rencontre. Le but c'est pas de les prendre en otage ou quoi que ce soit. Le but c'est juste échanger
et essayer d'anticiper si possible des problèmes qu'on va rencontrer et qui peuvent être vraiment délicats, quoi. Donc nous, bon bah voilà, on va les informer de tout ça, de cette situation, et notre but c'est de travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs concernés par l'avenir du club, tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir du club. Bon bah on espère que les élus effectivement en font partie. Et Florian, si tu le permets, en complément, je fais pas de l'antiquita, mais il n'en est pas à sa première, parce qu'on se rappelle à Lausanne notamment, il avait monté deux structures, une association qui était le club et une structure privée. Tous les actifs allaient à la société, donc tous les bénéfices, tout le passif allait à l'association. Au FC Nantes, à l'heure actuelle, c'est pas une association, une structure privée, c'est deux structures privées, une régie pub et une structure dite FC Nantes. La régie pub s'appelle FC Nantes Plus. Tous les bénéfices, tous les actifs du club vont vers cette structure, dont bénéficie Monsieur Kita, vu qu'il est actionnaire Flava Group, qui est en plus une société de droit belge. Donc, bon, j'y connais pas grand-chose en fiscalité, mais je me pose la question de savoir si les bénéfices ne vont pas directement en Belgique. Donc voilà. Mais pour en revenir, il fait la même chose avec le FC Nantes, tout simplement. Donc, tous les passifs vont au club FC Nantes, à la structure FC Nantes. Tous les actifs sont sur cette structure FC Nantes Plus. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un du forum foot nantais ici dans la salle, mais il y a une interview en 2008 de quelqu'un qui a bossé pour Kita et qui est, on était dans la même situation à Lausanne qu'on l'est aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est tout. Alors nous, à notre connaissance, on sait pas ça pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que il y a Flava Group qui existe bien, qui donc au domicile privé de Monsieur Kita, donc en Belgique, et qui est la holding qui détient le FC Nantes. Donc cette holding a été créée pour racheter le FC Nantes. Voilà. Après, a priori, on n'a pas vu de document pour l'instant qui atteste que FC Nantes Plus soit rattaché à cette holding. Donc on sait pas exactement. Non, ce qui serait pire finalement, parce que ça veut dire que quelqu'un qui rachète demain le club, il peut très bien racheter le club, mais ne pas avoir FC Nantes Plus, qui fait de l'argent, alors pour l'instant on n'a pas pu voir les comptes non plus parce qu'ils n'ont pas encore été déposés. On connaît que l'activité, les 15 premiers mois d'activité où ils étaient ils faisaient 7 millions de recettes, je crois. Là tout ce qu'on sait c'est tout ce qu'on a vu par les comptes du FC Nantes. Donc on arrive à c'était 44 920 000 à peu près euros d'abandon de dette, d'abandon de créance à meilleure fortune. Donc ça aussi c'est quelque chose qui sera négocié par le prochain repreneur, savoir s'il va devoir rembourser ça, parce que c'est Monsieur Kita a acheté le club 12 millions d'euros, pour l'instant il en a perdu à peu près 70, il met à peu près 1,5 million d'euros par mois au pot pour faire tourner le club, donc c'est une situation qui va pas être viable longtemps, c'est très clair. Est-ce qu'un repreneur, aujourd'hui déjà, il pourra pas le racheter, enfin ça me paraît difficile de le racheter au même prix que Monsieur Kita l'a racheté, parce que le club il vaut encore moins, et en plus il y a derrière ces 45 millions de dettes, donc c'est pour ça que le dépôt de bilan est un risque aujourd'hui qui est réel, qui est réel et qui peut être dès la fin de la saison, qui peut arriver dès la fin de la saison. Monsieur Rialan, allez-y. Bonjour, Jean Rialan. Vous parlez de dépôt de bilan. Si j'ai bonne mémoire, s'il y a dépôt de bilan du Football Club de Nantes, il recommencera en amateur ou en CFA 2. Donc pour revenir en première division, faudra bien du temps, il coulera bien de l'eau sous les ponts. Et le club, vous souhaitez être partie prenante dans le management, la direction du club, mais les clubs professionnels sont mangés par des managers. On l'a vu au FC Nantes cet hiver, là, avec Nicole, qui était sorti du centre de formation, et Rodelin prend aussi le même chemin. C'est pas le club qui conserve ses actifs ou ses forces vives parmi les joueurs, mais c'est les managers qui contrôlent, dirigent, et l'exemple le plus connu, c'est Ribéry. Comment il a quitté Metz, comment il a quitté Marseille, comment il a quitté le club turc, et comment il voulait partir cet été du Bayern de Munich. Quand on a des bons joueurs, ils n'ont pas toujours la tête solide et ils ne respectent jamais les engagements signés et pris.
je vais laisser Mathieu répondre, mais on n'a pas vocation non plus à remplacer les dirigeants en place. Hein. Nous, on veut rentrer dans le capital, on veut être représenté au sein du conseil d'administration, mais on n'a pas vocation, nous, à devenir dirigeants du FC Nantes. Oui, et puis il y a des managers très compétents, il y en a eu à Nantes, donc ce qui montre que c'est possible. Puis il y en a aussi dans d'autres clubs. Donc le problème de la formation, alors c'est un club formateur, donc évidemment les jeunes partent un moment à un autre. Ça c'est un peu inévitable. Ça a toujours existé à Nantes. Hein, donc après l'efficacité du club est dans le centre de formation. Si le centre de formation arrive donc à former un certain nombre de jeunes joueurs pour remplacer les générations qui partent, il n'y a aucun problème. Après, il y a aussi dans la formation une éducation à faire sur les jeunes pour les inciter. Alors après, effectivement, quand il y a un Real Madrid qui arrive et qui propose, je sais pas, 1 million d'euros par mois, par exemple, effectivement, c'est plus dur de garder un joueur. Ça, c'est évident. Mais disons que ça fait partie des choses qu'on essaye de transmettre et que le club doit transmettre à ces jeunes. C'est une certaine éthique. C'est de dire le football, c'est bien, ça fait gagner de l'argent, mais pas que. Vous pouvez vous aussi avoir maîtrisé votre destin et puis avoir une réflexion sur ce que vous faites et pas seulement être un tiroir-caisse ambulant, quoi. Donc ça c'est très important. Il y a une école, c'est le CES qui avait été fondée et alors peut-être que il y a peut-être des cours peut-être à donner sur ça là-dessus, sur une réflexion à faire sur le football et l'argent au niveau des jeunes. Ils en font bien sur la communication, etc. Donc je pense que ça fait partie des choses et aussi de l'histoire du club. Et de toute manière, il y a quelque chose de fondamental aussi, c'est l'équipe première. Si l'équipe première ne tourne pas du tout, comme c'est le cas à l'heure actuelle, un jeune, c'est difficile de lui dire, bah, écoute, reste. Bon, ok, ça fonctionne pas. Ok, l'entraîneur est nul. Ok, il y a pas de jeu. Ok, il y a un vestiaire qui est entre guillemets pourri parce que personne ne s'entend. C'est très difficile de garder à ce moment-là un jeune joueur. C'est voire quasiment impossible. Voire je sais pas, c'est un saint, mais c'est quelqu'un qui a une vocation, je sais pas, qui est marqué FC Nantes comme un supporter finalement, Paul Lett, et qui envers et contre tour restera dans le club. Mais là c'est impossible. Moi, je vais faire le jeu inverse, je vais questionner la salle. On a à l'intérieur de la salle un certain nombre il y a des gens qui sont même des anciens du FC Nantes, hein, dont Michel Cordier. Alors peut-être maintenant ou en conclusion tout à l'heure, mais je voudrais aussi donner la parole éventuellement à Bernard Amossé, qui connaît bien la situation des clubs professionnels pour faire partie, je crois, de la DNCG. Donc son avis sur ce genre de projet peut effectivement être intéressant. Là, on est dans un cadre libre. Je veux dire, vous pouvez donner votre sentiment, je dirais, tout à fait normalement et tout à fait librement. Bon, je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous avez fait un boulot absolument extraordinaire sur ce que vous venez de nous présenter. Je voudrais simplement dire deux choses, au moins deux réponses. La première réponse à une personne qui a dit que la municipalité n'était pas intéressée par le football, c'est totalement faux. Puisque je rappellerai simplement ici dans cette enceinte, et je suis prêt à le répéter haut et fort, que Jean-Marc Ayrault a été à l'initiative des deux lois sur le sport, avec la création de la SAOS et ensuite de la SASP. Donc ça, il faut jamais l'oublier. On a heureusement cette chance d'avoir eu ce maire ici à Nantes. Et la SASP, je vous rappelle, est passée à l'Assemblée avec Marie-Georges Buffet, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer, puisqu'elle avait convié une majorité de chefs d'entreprise lorsque le FC Nantes était à vendre. Une majorité de chefs d'entreprise avait été conviée par Marie-Georges Buffet, une journée, s'il vous plaît, une journée à la Maison de la Chimie à Paris. Enfin, c'est des choses de l'histoire, mais qu'il faut absolument connaître.
Et puis simplement sur Monsieur Kita, moi je l'ai rencontré simplement qu'une seule fois en 98-99. J'avais refusé sa candidature puisque je vous rappelle, j'avais été délégué par la municipalité pour vendre ce football club de Nantes et c'était d'ailleurs l'objet d'une nouveauté d'ailleurs au niveau de l'association FC Nantes puisque nous avions créé un conseil de surveillance. Ce qui n'existe pas, mais je vous rappelle que la loi de 1901, il suffit de l'appliquer, mais après on peut faire éventuellement à la limite ce que l'on veut en respectant les principes de la loi 1901. Bon, je passe sur ce sujet, mais simplement pour vous dire que ce monsieur Kita, donc à 98, je l'ai rencontré, mais simplement ça a duré 1 minute. Il avait une entreprise à l'époque de 40 personnes et il voulait payer le club 20 millions de francs, puisque nous étions en francs, sur, je crois que c'était sur 5 ans. Donc ça s'est arrêté donc tout de suite. Il est revenu après. Là, je vous signale que moi, je l'ai pas reçu puisque j'avais fait ma mission, puisque vous savez tous que ce club a été vendu à la Socpresse. Donc c'était le groupe Persan et c'était monsieur Yves de Chaise-Martin qui était à la tête de la Socpresse, qui ensuite, la Socpresse, bien sûr, en tant qu'actionnaire, a cédé à Serge Dassault. Alors je ne sais pas si vous savez pourquoi. Pourquoi c'est Serge Dassault qui a repris ? Parce que c'était le Figaro. Et parce qu'il voulait exaucer simplement le vœu de son père, Marcel, qui voulait absolument avoir dans son patrimoine le Figaro. Donc voilà pourquoi Serge Dassault est arrivé au FC Nantes et ne connaissant pas du tout le football. Je ne l'ai pas rencontré lorsqu'il était à la tête du FC Nantes. J'avais eu l'occasion de rencontrer Serge Dassault à la Maison de la Chimie à Paris, mais c'est tout. Je ne pensais pas qu'à ce moment-là, il viendrait le grand patron du Football Club de Nantes. Et ensuite, donc, il a eu la relation avec Kita. Kita a eu la chance de vendre son entreprise puisqu'il avait dû la monter, je crois, à 500 personnes. Je dis à peu près ce que je dis ça de mémoire, et il l'a vendu à un très très bon prix à l'époque, puisque c'était dans les lentilles. Il était sur Chambéry, me semble-t-il, oui. Donc, Kita, voilà. Alors maintenant, de revenir à la position financière du FC Nantes, sachez quand même qu'il y a une DNCG, et elle marche. Et elle marche. C'est la Direction nationale du contrôle de gestion. Et tous les clubs à Paris, à la Fédération française, sont analysés, donc Ligue 1, Ligue 2, Nationale et CFA. Vraisemblablement, l'année prochaine, enfin la saison prochaine, puisque je vous rappelle que la saison sportive c'est 1er juillet, 30 juin, la saison prochaine viendrait sur Paris CFA2. Avec toute la réforme des poules, du nombre de clubs dans chaque poule. Alors la DNCG, donc, et en ce qui concerne le Football Club de Nantes, le Football Club de Nantes, Monsieur Kita, va à la DNCG au moins 3 fois par an. Une première fois, alors, c'est-à-dire avant le 15 mai de chaque année, il doit remettre un budget pour la saison sportive suivante. Et, bien évidemment, un atterrissage sur ses comptes au 30 juin. Première intervention. Deuxième intervention de la DNCG, un budget réactualisé au 15 novembre, et cette fois une analyse des comptes au 30 juin. L'analyse des comptes qui sont maintenant arrêtés au 15 novembre. Enfin, pour le 15 novembre, ils sont arrêtés. Et puis le troisième rendez-vous, c'est une obligation pour tous les clubs professionnels de présenter une situation au 31 décembre. Donc ça se passe comment ? Ça se passe, c'est une audition. Le président Kita est auditionné, il se fait assister par son expert comptable. En général, certains viennent avec leur commissaire aux comptes, mais je vois pas l'utilité d'un commissaire aux comptes dans ce type d'enceinte, mais enfin, il y en a qui le font. Et puis éventuellement, pourquoi pas son directeur sportif, son conseil financier, enfin ils peuvent se faire assister, il n'y a aucun souci sur le sujet. Et bien sûr, il y a des sanctions qui sont prises, et on demande, très souvent, ça a été dit tout à l'heure, alors je sais pas, il est peut-être à 44 millions aujourd'hui, d'abandon de compte courant avec une clause de retour à meilleure fortune. Ça, la clause de retour à meilleure fortune, c'est ce râne ne voit-tu rien venir. Je crois que...
faut savoir que 44 millions, c'est sûrement, ça doit encore être dépassé, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il en rajoute tous les mois, et donc je crois qu'aujourd'hui, si on prend la totalité de son compte courant, en reprenant ses abandons, il ne doit pas être loin de 70 millions. Donc je crois que c'est son argent, et on n'a rien à dire là-dessus. C'est son argent, on n'a rien à dire, si ce n'est que le vote, ce que vous menez, votre politique, mais autrement, c'est à lui, on peut rien faire d'autre. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais sachez que la DNCG est très très attentive, et on demande très souvent aux dirigeants de clubs, soit d'apporter de l'argent supplémentaire, soit de faire des abandons de créances, de manière à améliorer les capitaux propres. Pour ceux qui lisent les Échos, il y a un article aujourd'hui, me semble-t-il, sur les Échos, sur les clubs de football professionnels et le déficit engendré par les clubs. Malheureusement, on ne parle pas des capitaux propres, ou très légèrement, parce qu'il faut aussi regarder les capitaux propres des clubs. Une question au représentant de la DNCG. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la Fédération française de football est en mauvais terme avec la DNCG en ce moment? Alors sur ce que je sais, c'est tout simplement l'analyse du compte de résultat ou du compte d'exploitation pour les anciens. C'est que le patron de la DNCG, alors je ne sais pas si, puisqu'il y a deux DNCG, hein, il y a la DNCG pour le Ligue 1 et Ligue 2, c'est-à-dire pour les clubs professionnels, et la DNCG pour les clubs de National et CFA. Donc ce qui fait environ à peu près, je dirais une cinquantaine de membres. Hein. Alors, le problème qui se pose, me semble-t-il, c'est au niveau de l'analyse, c'est que la DNCG considère que les plus-values sur les joueurs font partie d'un résultat exceptionnel. Alors que les présidents de clubs professionnels, je dis bien professionnels, souhaitent que les plus-values sur la cession des joueurs soient considérées comme vraiment des produits d'exploitation. Ce qui change, si vous voulez, l'affichage du compte de résultat. Alors si vous me demandez mon avis, j'aurais tendance, je vais me lancer là, mais j'aurais tendance à être un petit peu opposé au président de la DNCG Pro, et je prends simplement l'exemple d'une société de transport. Alors ça a été le cas il y a quelques années, je m'en excuse aujourd'hui puisque je ne suis plus en activité, mais dans une entreprise de transport, il y a l'exploitation pure et simple, et puis il y a aussi, en fin d'exercice, ou pendant l'exercice, l'achat et la vente de camions. Et là-dessus, on fait des résultats, et ça fait bien partie du business. Et c'est vrai que on considérait ça, ça c'est le plan comptable qui le dit, en résultat exceptionnel, mais personnellement, lorsque je suivais les entreprises de transport, j'analysais toujours ce type de plus-value en produit d'exploitation. Mais ça, c'était sur un plan gestion. Donc voilà un petit peu ce qui oppose aujourd'hui la DNCG avec le représentant des clubs professionnels, mais c'est la Ligue professionnelle de football. Hein. C'est donc Thiriez et non pas Duchossois, puisque Duchossois, c'est le président de la fédération qui regroupe les amateurs et les professionnels. Donc voilà ce qui oppose aujourd'hui, et le document qui va sortir, puisque chaque année la DNCG émet un document, ce sera une première, me semble-t-il, cette année, enfin j'aurai des informations dans une dizaine de jours, mais le document qui va être publié, il y aura non seulement les analyses de la DNCG, mais également les analyses des clubs, enfin des présidents de clubs professionnels, avec bien sûr la validation de M. Thiriez. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Monsieur Robin? Alors moi je vais réagir de façon un peu différente de ce qu'on vient de dire, parce que bon, moi historiquement je suis arrivé à Nantes
Donc j'ai été emballé parce que j'allais à Sopin et c'était un peu un rêve d'avoir pu venir travailler à Nantes et d'avoir une équipe comme Nantes. Puis après j'ai suivi le parcours nantais de 95 à 2001, c'était fantastique, n'est-ce pas Florian, ces déplacements à l'étranger et donc tous ces déplacements en Angleterre, partout en Europe, là je crois que ça contribuait à l'image de Nantes et on était accueillis, c'était quelque chose d'être dans ces déplacements. C'était même plus intéressant ces déplacements que d'être au stade à Sopin. Par exemple, quand on allait à Manchester, c'était le stade des rêves, comme on dit. Et donc, par rapport à tout ça, là aujourd'hui, donc moi je vois deux supporters de longue date, dont l'un est toujours membre de la Brigade Loire, je crois, non ? Il n'y a plus personne. Non, il y a ce problème-là un peu qui reste toujours de ces clans de supporters. Et donc, je vous avais dit qu'il n'y a que, en somme, 2 groupes de supporters qui viennent vers vous. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup. Non, il y a beaucoup de groupes de supporters qu'on avait rencontrés un peu après notre lancement public. On nous avait conviés à une table ronde pour échanger avec eux. Donc tous les groupes de supporters. Tous les groupes sont... On disait simplement il y a deux groupes importants en termes d'effectifs. Voilà. C'est les Nantes Canaries et c'est la Brigade Loire. Eux représentent des effectifs considérables. Mais non, il y a plein de petits groupes de supporters avec lesquels on s'efforce d'avoir les échanges les plus fréquents possibles pour présenter notre projet. Ouais. D'accord. Alors ensuite, il y a le problème donc justement là de faire. Moi, je crois que je ferais bien la distinction entre être membre de l'association et puis éventuellement après être actionnaire de ce que vous voulez faire. Je pense qu'il faudra pouvoir accueillir les deux catégories. Il faudra pas que on pourra être en somme dans les deux chapeaux si on veut, si on peut dire, mais être simple adhérent. Ça, je suis prêt à le faire. Je vais le faire en sortant de cette réunion. Et donc il y a ça. Et puis après, alors il y a le problème économique. Oui, le problème de demain. Alors là, si une entreprise, je ne sais pas quelle entreprise pourrait s'intéresser au Football Club de Nantes, mais là, c'est quelque chose de vaste. Est-ce que ça va être une entreprise qui va coller à l'image de Nantes ? Parce que ça serait bien que ce soit une entreprise qui colle à l'image de Nantes. Et non, là, M. Kita qui arrive avec son nom. Il n'arrive pas avec son entreprise. Alors voilà un peu ma question. Est-ce qu'on arrivera, dans une suite, à faire quelque chose qui porte l'image de Nantes à travers l'économie nantaise ? Alors, par rapport à cette question de ce fameux investisseur qu'on peut attendre, nous, tous les gens compétents d'un point de vue économique et financier qu'on a pu rencontrer, finalement, il y a ce même schéma qu'on trouve un petit peu partout. Il faut un investisseur de taille, un actionnariat clair, un actionnaire majoritaire. Donc, nous, on peut pas être un actionnaire majoritaire. Il faut un actionnaire majoritaire qui ça va être difficile de trouver un local, en l'occurrence. Mais bon, c'est pas un souci. Nous, on insiste dans le pacte Aribas, on veut un club ouvert, donc c'est pas on n'est pas des Nantais consanguins, on rêve pas de... Bon, voilà, on veut aussi une ouverture, donc si c'est un investisseur hors Nantes, peut-être même hors France, pourquoi pas. Hein. Mais par contre, on est attaché aussi à dans le cadre de cet actionnariat clair, avoir une place pour les amoureux du club qui serait quand même dans le dispositif. Il faut un actionnariat majoritaire, mais aussi une place pour les amoureux du club, avec un ancrage local, ce projet d'actionnariat populaire, pourquoi pas aussi des appuis des entreprises locales. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a en tête. Donc, comment le trouver, cet investisseur de taille ? Nous, c'est aussi l'enjeu pour nous, hein, c'est montrer que le FC Nantes, c'est vrai, c'est un champ de ruines, mais c'est pas simplement un champ de ruines. C'est aussi des gens qui sont attachés à ça. Hein. Vous évoquez Sopin, vous évoquez les déplacements à l'étranger, vous évoquez tous ces souvenirs. Moi j'ai les souvenirs en étant gamin d'être allé au stade. Ça je m'en rappelle encore. Il y a encore des gens qui voudraient emmener leur fils au stade, pas aujourd'hui, parce qu'on se reconnaît plus dans ce club, mais pour l'avenir, il y a encore un vrai potentiel à Nantes. Voilà, c'est une grande ville, c'est une belle ville. On aimerait retrouver un club séduisant. Bon, ça va être difficile de trouver cet investisseur, mais nous on a envie de lancer des appels. Hein, on va travailler aussi le terrain médiatique pour passer. On a des pistes là-dessus, des lettres ouvertes. On va échanger aussi. Il y a des adhérents qui sont journalistes, donc on va s'efforcer de trouver des solutions. Aussi, ça peut être un enjeu aussi pour nous d'essayer de trouver ce fameux investisseur de taille qui pourra nous permettre de reconstruire le club, mais à condition qu'il y ait aussi une place dans le dispositif pour les amoureux du club et à condition qu'on respecte la spécificité nantaise et le fait que on a une histoire, on a des valeurs et il faudra en tenir compte, quoi.
Oui, sur le plan de la communication, vous avez dit au début de votre exposé que vous aviez déployé des banderoles au début, etc., dans les tribunes. Alors, avant le lancement public, en faveur de Laurent Guyot. Si vous cherchez un lieu, a priori, le stade était quand même un lieu, je dirais, idéal pour faire connaître éventuellement ou pour exprimer des points de vue. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Et quelle est, je dirais, la réglementation sur la possibilité d'expression au sein du stade? C'est-à-dire que si demain vous déployez une banderole ou d'autres Kita dégage, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas du tout la volonté de faire des banderoles Kita dégage. Nous, on essaie d'avoir un discours assez positif. On a pu expliquer récemment que notre position c'est l'après Kita. Bon, je sais pas si vous avez bien compris, on n'a pas une sympathie particulière pour le personnage. Donc on avait déployé des banderoles avant notre lancement public, dans le stade, y compris dans le stade. Alors jamais sous la forme on n'a pas passé ce type de message Kita dégage, mais par exemple pour répondre à votre question sur la possibilité de déployer des banderoles dans le stade, on a un fameux exemple, donc il y a une vidéo qu'on peut trouver sur Nantes ma ville. On avait déployé une banderole merci pour tout Stéphane Moreau. Nantes un jour, Nantes toujours. Stéphane Moreau, ancien éducateur du FC Nantes, qu'on appréciait bien son travail, qui a été évincé par la direction en place, notamment par Monsieur Kita. Stéphane Moreau qui est actuellement formateur à Laval. On avait lors du match Nantes-Laval, c'était donc pas cette saison, la saison dernière, on avait déployé une banderole en tribune Erdre, merci pour tout Stéphane Moreau, Nantes un jour, Nantes toujours. On avait déployé, on avait demandé au club l'autorisation de la déployer, le club nous avait dit non, on avait quand même rentré la banderole, voilà. On l'avait, voilà. Les stewards sont arrivés, on les connaît un petit peu, les stewards, ils sont très gentils, mais ils nous ont dit, les gars, non, on peut pas, ils nous l'avaient arraché. Il y a une vidéo qui a été diffusée sur Internet. Donc nous, dans le stade, on parlait de la Brigade Loire, qui on essaie aussi d'avoir des échanges avec eux. C'est pareil, ils peuvent pas déployer de banderoles, donc forcément, ils sont obligés de faire avec les moyens du bord, de les faire entrer sans que ce soit forcément autorisé, etc. Ça génère des petits débordements dans le stade. Donc notre place dans le stade, nous, on estime que c'est pas notre place parce qu'on n'est pas un groupe de supporters, on n'essaie pas forcément d'animer les tribunes ou quoi que ce soit. Puis en plus dans le stade, il y a plus grand monde. Ça nous a pas empêché d'être présents autour du stade, notamment pour promouvoir la grande enquête qu'on a pu réaliser ou promouvoir le rassemblement qu'on a fait à la faculté de droit. Avec on était présents aux entrées du stade pour distribuer les flyers, etc., pour communiquer. En début de saison aussi, on avait demandé à la ville de Nantes l'autorisation d'avoir un stand sur le parvis du stade. Donc on était présents de cette manière-là. À l'intérieur du stade, par le biais de banderoles, on a pu le faire, mais on essaie de travailler un petit peu notre image. Je crois il y a des gens qui ont adhéré parce qu'ils aiment bien le fait que on dégage une image assez posée, axée sur la réflexion. Et on veut pas passer pour des agitateurs en déployant des banderoles. On l'a fait, ça n'a pas marché, on essaie d'agir autrement. Bien, je voudrais pas conclure ces presque 2 heures d'échange sans donner la parole à Michel Cordier, parce que lui, il n'a pas fréquenté que les tribunes, il a aussi fréquenté la pelouse, ce qui fait quand même une petite différence. Et les bureaux du FC Nantes. Et en plus, à la fois, il connaît bien le club, à la fois comme adjoint d'Alain Chénard et à l'origine de la réalisation du stade de la Beaujoire. Quand on disait que la municipalité n'est pas très amoureuse du football, c'est quand même la municipalité nantaise qui a fait le stade de la Beaujoire, le centre de formation, des équipements qui sont quand même de qualité. Je voudrais donc vous remercier parce que ce que vous avez dit était très intéressant, ça a passionné un petit peu tout le monde. Vous féliciter pour votre enthousiasme. Je dis bien enthousiasme, je ne parle pas d'utopie. Et comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure en latin, l'avenir n'appartient qu'à ceux qui osent. Et c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression aujourd'hui, quand je regarde le FC Nantes, que c'est un navire qui est dans la tempête. Et je trouve tout à fait heureux que certains s'occupent du canot de survie. Parce que c'est vrai que Monsieur Kita est un investisseur, mais comme tous les investisseurs, peut-être qu'il peut s'en aller. C'est pour ça que moi je le critique pas spécialement, parce que nous cherchons tous des investisseurs de qualité. Investisseur ne veut pas dire nécessairement gagnant.
c'est un championnat de football. C'est pas comme dans les affaires où tout le monde peut gagner de l'argent. Là, il y a un premier et un dernier. Donc, il faut respecter l'investisseur. Ça lui a coûté suffisamment cher. Et je reconnais dans votre action de faire une qualité. Vous n'êtes pas arrogant, vous n'attaquez pas. Et ça, je crois que c'est tout à fait louable de votre part. C'est pour ça que je suis venu vous écouter. Je n'ai absolument rien contre, plutôt pour. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez fait remarquer aussi, que quand on achète le FC Nantes, on achète le football club, mais on achète Nantes aussi. Et que ça, c'est un patrimoine qui nécessairement amène les autorités publiques, quelles qu'elles soient, à intervenir, parce qu'il ne faut pas spolier l'image de Nantes. Mais c'est facile à dire, sinon il faudra apporter des capitaux, et celui qui a ce discours-là ne peut être crédible que si c'est lui qui met sur la table. Pour l'instant, il n'y a que M. Kita qui en a mis, et le pauvre, il en perd, je pense, beaucoup plus qu'il le pensait. Donc, que vous vous occupiez de l'avenir du FC Nantes, chapeau, très bien. Ce que vous avez dit aussi qui m'a paru très judicieux, c'est que vous avez parlé beaucoup de M. Arribas, qui a créé le football à la nantaise, si je peux dire, c'est vrai, mais avec des nuances. La personne qui n'a pas été citée, qui a fait le nouveau FC Nantes, moi je l'ai connu en seconde division, j'y étais, je jouais, la personne qui a connu le FC Nantes, qui a transformé le FC Nantes et qui a fait un grand FC Nantes, c'est Monsieur Clairefeuille. Monsieur Clairefeuille a dit un jour, il y en a marre de recruter des joueurs. À l'époque, on ne recrutait pas ni en Afrique ni en Amérique du Sud. On ne recrutait que des joueurs, des anciens joueurs. C'est ça qui était sur le marché. On a eu des Sinibaldi pour ceux qui ont vécu les grandes époques de Nantes. On a eu Gabet, Quenol, Morel. On a eu des Dakowski. Et c'était des joueurs sur le retour. Ça ne servait à rien. Il a dit, lui, terminez cette affaire-là. Je prends un entraîneur que je connais, qui est un type bien, il est au Mans, à Noyen-sur-Sarthe, ça, il s'appelait José Arribas, et il a dit, on prend que des garçons du coin. Je vous rappelle qu'on a joué avec ce qui a fait le FC Nantes, les gloires du FC Nantes, qui a mis le FC Nantes sur cette orbite, dont tout le monde se souvient encore, c'est Éon, Saint-Nazaire, Blanchet, Le Croisic, Gondet, Blois, Suodo, Cholet, j'en passe et des meilleurs, c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il faudrait peut-être que le FC Nantes sorte un peu de cette sphère épouvantable qui est une sphère commerciale terrible, et qu'on fasse un petit peu, vous l'avez pas dit, mais vous le sous-entendiez, comme fait par exemple l'Ajax Amsterdam, qui chaque année voit plusieurs milliers de gosses est occupé à recruter, et il y a des Hollandais qui viennent de partout pour essayer de jouer, et ils ne jouent pratiquement sans joueurs venant de l'extérieur. Il y a un autre club qui fait ça, c'est l'Atlético Bilbao, qui prend que des Basques. Nous, peut-être qu'on n'a pas l'œil assez régional, vous l'avez dit, et je pense que ça serait une dynamique pour le FC Nantes. Dans le centre de formation, tout le monde en parle, il existe toujours, mais le centre de formation, faut faire venir les joueurs. Or maintenant, les joueurs à 15-16 ans, ils sont déjà recrutés par les meilleurs clubs du monde. Il faut donc s'en occuper encore bien avant, faire des nombreuses petites sections de cadets, de minimes, de poussin 1, poussin 2, comme le font certains clubs. C'est la seule façon de récupérer des joueurs. Mais là encore, quand vous avez un joueur qui va devenir un grand joueur, malheureusement, les gains de la formation, c'est le club formateur. Les gains du transfert, c'est pas toujours le club formateur. On le voit par exemple, puisqu'on vient de le citer, Rodelin, et puis l'autre petit arrière, là, Carole. Voilà des gars qui sont en fin de contrat, ils s'en vont, au revoir messieurs. Donc c'est une gestion extrêmement difficile, et je comprends qu'il n'y ait pas tellement d'investisseurs à se lancer dans ce capharnaüm-là. Et moi, je respecte ceux qui s'y lancent, mais je pense qu'effectivement, il faut savoir quand même souffler sur les braises pour essayer d'avoir toujours une âme nouvelle, parce que c'est vrai qu'on le regrette tous. Le FC Nantes, c'était quand même quelque chose. Bon, je crois qu'il n'y a rien à ajouter à cette parole, et je voudrais vous remercier pour cette présentation. Et puis, je pense qu'on vous suivra dans la progression de...